Elijah Calloway posa le canon du fusil sous son menton et laissa ses paupières se fermer. 12 ans, 12 hivers à survivre seul sur cette montagne, à fabriquer des boîtes à musique pour des morts incapables d'entendre leur mélodie. Sarah n'était plus. Lily non plus. Et chaque matin où il se réveillait ressemblait à une erreur. Son pouce se glissa sur la détente. Il inspira. Puis un cri fendit la tempête au-delà de la cabane. Un hurlement brut, arraché au vent. La main d'Ellie dévia d'un réflexe violent. Le tir explosa dans le plafond. Le bois éclata. La neige s'engouffra par l'ouverture comme un sang blanc et glacé. Il resta figé, les oreilles sifflantes, vivant malgré lui. Puis le cri retentit encore. Si vous voulez savoir ce qui a interrompu la mort ce soir-là, abonnez-vous maintenant, suivez cette histoire jusqu'au bout et écrivez en commentaire depuis quel pays ou quelle ville vous la regardez. Je veux voir jusqu'où elle voyagera. Et maintenant, commençons. Ellie lâcha le fusil comme s'il lui avait brûlé les mains. L'écho du coup de feu vibra contre les murs en rondant avant de s'éteindre. Des flocons tombaient à l'intérieur, se posant sur ses épaules, fondant dans ses cheveux, mourant sur le plancher. Le bourdonnement dans ses oreilles faillit couvrir le second cri. Presque. Il venait d'en contrebas, au-delà de la crête. Une voix de femme déchirée par le blizzard, un son à peine humain. Le cri de quelqu'un qui sait qu'aucune aide n'arrive, mais qui hurle quand même. Parce que se taire, c'est mourir. Eli connaissait ce son. Il l'avait poussé lui-même, agenouillé dans la terre du Kansas, devant 2 tombes fraîches. Il arracha son manteau du crochet. Ses doigts tremblaient encore de l'acte qu'il avait failli commettre. Il échoua à boutonner le col et le laissa ouvert. Il enfila ses raquettes, reprit le fusil, celui qui sentait toujours la poudre, et ouvrit la porte d'un coup d'épaule pour affronter la tempête. Le vent le heurta comme une locomotive. La neige tombait à l'horizontale, dense, transformant le monde en néant blanc. Décembre dans les Rocheuses du Colorado ne pardonnait rien. La tempête couvait depuis 2 jours. Elle frappait enfin de toute sa rage. Il avança en se penchant. Sergent, son étalon noir, aîné dans l'abri en bois lorsqu'Eli passa. Le cheval rua si violemment qu'une planche céda. Sergent ne réagissait ainsi que pour 2 choses, les grizzlies et la mort portée par le ciel. « Je sais », souffla Eli sans ralentir. Il suivit le cri, plus faible maintenant, descendant la pente. L'ancienne route postale dormait quelque part sous cette mer blanche, le sentier qui reliait Elk Crossing à la route de Denver, qu'aucun homme sensé n'aurait emprunté par un temps pareil. Il trouva l'épave à 200 mètres sous sa propriété. La diligence gisait couchée dans un ravin peu profond, une roue tournant encore dans le vent. Par réflexe, il leva le fusil. Il écouta. Les chevaux étaient morts dans leurs harnais, ou presque. Ceux qui respiraient encore gémissaient. Il sortit son couteau et abrégea leur souffrance. 4 gestes nets. Il essuya la lame sur son manteau et continua. Le cocher pendait de son siège, le cou brisé. Eli n'eut pas besoin de vérifier. Il avait vu assez de nuques rompues pendant la guerre. Un passager était de face contre neige, déjà figé. Un garde engagé reposait 3 mètres plus loin, ses armes intactes, preuve que tout s'était joué en secondes. Lui aussi était mort. Le silence qui suivit fut pire que les cris. Eli contourna la carcasse de bois, haletant. Sa botte heurta quelque chose de souple sous un amas de neige près d'un rocher. Il tomba à genoux et creusa à main nue. D'abord un manteau de ville, laine fine et inutile ici, puis une petite main gantée. Il creusa plus vite. Elle était recroquevillée, serrant une sacoche de cuir contre sa poitrine. Ses cheveux auburn étaient collés par le gel, ses lèvres couleur cendre, ses yeux clos. Eli posa 2 doigts à sa gorge. Rien. Il pressa davantage, cherchant. Là, un battement minuscule, fragile, vivant, incroyablement vivant. Très bien, murmura-t-il entre ses dents. Il la souleva. Elle ne pesait presque rien. Tissu mouillé, peau glacée, volonté obstinée. Sa tête roula contre son épaule. Ses lèvres remuèrent sans son. Il se tourna vers la montée. Par beau temps, 20 minutes suffisaient pour atteindre la cabane. Cette nuit-là, il lui fallut plus d'1 heure. Chaque pas luttait contre la neige, la pente et les 27 kilos supplémentaires dans ses bras. Ses vieux genoux blessés à Shiloh hurlaient. Il les ignora. Ses poumons brûlaient.
Il les ignora aussi. La voix dans sa tête était plus cruelle. Pose-la. Tu n'as pas sauvé Sarah, ni Lily, ni les garçons tombés dans la boue du Tennessee. Pourquoi sauverais-tu celle-ci? Tais-toi, grogna-t-il en gravissant encore. La porte céda sous son coup de pied. Il entra. Le feu n'était plus que braise, vestige de l'acte interrompu. Il ne regarda ni le trou au plafond, ni le fusil au sol. Il déposa la femme devant l'âtre et jeta toutes les bûches fendues sur les braises jusqu'à ce que les flammes renaissent. Ses vêtements la condamnaient. Couche raffinée, gorgée d'eau, prison de glace contre sa peau. L'hypothermie l'avait déjà envahi. Ses lèvres viraient au gris. Eli serra la mâchoire. « Pardonnez-moi, madame. » Il défit les boutons minuscules, dénoua le corset, retira les jupons, couche après couche d'une armure faite pour les salons de Philadelphie, pas pour les blizzards du Colorado. Il fixa ses mains comme autrefois il fixait les toiles des tentes chirurgicales pendant que les scies coupaient des membres à côté de lui. Quand elle ne fut plus qu'en fine chemise de coton, il l'enveloppa dans la lourde peau de bison de son propre lit, serra la fourrure autour de son torse et de ses pieds, puis attisa le feu encore. Il s'agenouilla enfin et la regarda respirer. Faiblement, mais elle respirait. Écrivez-moi en commentaire depuis quel pays vous écoutez cette histoire et dites-moi, auriez-vous répondu à ce cri dans la tempête? Abonnez-vous pour découvrir ce qui va naître de cette nuit de neige, car ce tir manqué n'a pas seulement sauvé une vie, il a changé la sienne à jamais. Inspirez, expirez, inspirez, expirez. Chaque respiration bougeait à peine la peau. Il les comptait comme il comptait autrefois les munitions. Chacune remportait une petite victoire, une minuscule rébellion contre la tempête de neige qui continuait de marteler les murs à l'extérieur. Sa sacoche gisait là où elle était tombée lorsqu'il l'avait déposée. La lanière de cuir était si serrée autour de son poignet qu'elle avait laissé des marques. Elle s'y était accrochée, même inconsciente, même mourante. Ce qu'elle contenait comptait plus pour elle que la vie. Eli l'ouvrit, non par curiosité. Il se dit qu'il devait savoir qui elle était au cas où elle mourrait et que quelqu'un viendrait poser des questions. À l'intérieur, il y avait quelques pièces de monnaie, des sous-vêtements de rechange et un livre, un mince recueil de poésie dont les pages étaient gonflées d'eau. Il l'ouvrit à la page de garde. Une écriture féminine à l'encre bleue délavée. Pour Baclara, puisses-tu toujours trouver les mots « Je t'aime, papa ». Ellie fixa longuement l'inscription. Il posa le livre près du feu, en éventant les pages pour qu'elles sèchent sans coller. Puis il remarqua autre chose dans la sacoche. Un document plié, du papier épais avec un seau de cire, à moitié dissous par le haut. Il pouvait distinguer quelques mots. Contrat, obligation, Theodore. Avant que l'encre ne s'estompe complètement, il le remit à sa place. Cela ne le regardait pas. Ses vêtements séchaient près du feu, emplissant la cabane d'une odeur de laine mouillée et d'autres choses. De la lavande, peut-être. Un parfum fantomatique provenant d'un monde qui n'avait rien à voir avec cette montagne. Eli regarda l'étagère au-dessus de la cheminée. 17 boîtes à musique étaient alignées, chacune sculptée dans un bois différent, chacune contenant une mélodie différente et une excuse différente. La berceuse de Sarah, la gigue de Lily, le caporal Ames, qui avait 19 ans et suppliait sa mère, le sergent Peters, qui avait pris une balle destinée à Eli et était mort en riant. Toutes silencieuses maintenant, toutes observant. « Ne le dites pas, dit Eli aux boîtes à musique. Ne vous avisez pas de le dire. » Elles ne diront rien, elles ne le faisaient jamais. Vers minuit, elle remua. Un son sortit de sa bouche. Ce n'était ni un gémissement, ni un mot. Quelque chose entre les deux. Ses doigts tremblèrent sous la couverture en peau de buffle. Puis ses yeux s'ouvrirent. Ambre. Ce fut la première pensée d'Eli, et il se détesta pour cela. Ses yeux étaient ambrés, avec des reflets dorés qui captaient la lumière du feu, et il n'avait aucune raison de remarquer la couleur des yeux d'une femme mourante. Mais il les remarqua quand même. Elle fixait le plafond. La confusion traversa son visage comme le temps traverse une vallée. Puis son regard se posa sur lui. Un grand homme balafré assis à 1 mètre de distance, un fusil sur les genoux, qui l'observait. Elle ne cria pas. Cela le surprit. Il s'attendait à des cris, s'y était préparé. Au lieu de cela, elle resta parfaitement immobile, tous ses muscles tendus. Son regard passa de son visage au fusil, puis à la porte,
à ses vêtements suspendus près du feu, puis à la couverture en peau de bison qui recouvrait son corps. Elle fit le calcul en 2 secondes environ, puis elle bougea rapidement, plus vite qu'une femme à moitié morte d'hypothermie n'aurait dû pouvoir le faire. Elle se jeta en arrière, heurta le mur et saisit d'un seul mouvement le tisonnier parmi les outils de la cheminée. Elle le tendit entre eux comme une épée, les 2 mains sur le fer, la robe tombant d'une épaule. Restez en arrière. Sa voix se brisa, mais le tisonnier ne vacilla pas. Restez là. Elle y leva les 2 mains, paume vers l'extérieur. Vous êtes en sécurité. C'est moi qui en déciderai. Elle ajusta sa prise. Où suis-je? Qui êtes-vous? Que m'avez-vous fait? Vous êtes dans ma cabane à Elk Ridge. Je m'appelle Elijah Calloway et je vous ai sauvé la vie, ce que vous me faites regretter. Mes vêtements étaient mouillés. Des vêtements mouillés refroidissent une plus vite. J'ai fait ce qu'il fallait faire, rien de plus, comme c'est pratique. Le tisonnier pointait vers sa poitrine, un homme seul dans une cabane avec une femme inconsciente, et il n'a fait que ce qu'il fallait faire. J'ai déjà entendu cette histoire. Quelque chose dans sa voix, pas seulement de la peur, mais une amertume particulière, fit qu'Ellie la regarda différemment. Je suppose que oui, dit-il lentement. Mais je ne suis pas celui qui vous a appris à vous attendre au pire des hommes, mademoiselle. Je ne suis qu'un idiot qui vous a porté jusqu'au sommet d'une montagne en pleine tempête de neige, au lieu de s'occuper de ses affaires. Cela fit son effet. Il le vit dans le léger changement de sa prise, dans la façon dont ses yeux passèrent de la terreur à l'évaluation. La diligence, dit-elle, les autres passagers sont tous morts. Monsieur Callahan, Madame Callahan et leur fils. Je suis désolé. Clara, si c'était bien son nom, ferma les yeux. Le tisonnier tomba de quelques centimètres. Lorsqu'elle les rouvrit, des larmes y brillaient, mais elle les retenait par ce qui semblait être une force de volonté pure. Il y avait un enfant, dit-elle, un petit garçon, James. Il m'a montré son cheval en bois à la dernière station. C'est vrai. Sa voix se brisa. Elle pressa son poing contre sa bouche, les jointures blanchies, et lutta. Ellie resta immobile. Il savait lui-même avoir perdu ce combat suffisamment de fois. Vous n'avez pas à vous retenir. Si, je dois le faire. Elle le dit comme quelqu'un à qui on a trop souvent dit d'arrêter de pleurer dans sa vie. Oui, je dois le faire. Elle remporta la bataille. Elle prit à peine le temps d'inspirer entre ses dents et se redressa contre le mur. Le tisonnier refit de surface. Combien de temps vais-je rester coincé ici? La tempête pourrait durer 3 jours. Elle pourrait durer 1 semaine. 1 semaine? Le Montana se fiche de votre emploi du temps, mademoiselle. Le Colorado. Quoi? Nous sommes dans le Colorado. Vous avez dit Elk Ridge. C'est dans les Rocheuses, pas dans le Montana. Eli cligna des yeux. La femme était morte depuis 2 heures et elle corrigeait ses connaissances géographiques. Le Colorado? Alors d'accord. Storm dit, « Quand tu partiras, passe-toi. » Clara regarda vers la fenêtre. Il n'y avait rien d'autre que la furie blanche, l'obscurité et le hurlement du vent. Elle le regarda à nouveau et quelque chose changea dans son visage. Pas de la confiance, c'était trop tôt pour cela. Mais la première fissure dans le mur, un calcul qui disait « Cet homme m'a tiré de la neige alors qu'il aurait pu me laisser là, et les morts n'ont pas besoin d'être sauvés. » Elle baissa le tisonnier. Elle ne le lâcha pas, mais le baissa. « Je m'appelle Clara Mercer. Je sais. Le livre dans ton sac, la dédicace de ton père. » Une douleur passa sur son visage. « Tu as fouillé dans mes affaires. Je devais savoir qui tu étais au cas où tu mourrais et que quelqu'un viendrait te chercher. » Pratique? Je suis un homme pratique. C'est comme ça que tu appelles le fait de vivre seul dans une montagne? J'appelle ça m'occuper de mes affaires. Ce que je faisais très bien avant que vous ne vous écrasiez avec votre diligence devant ma porte. Cela faillit la faire rire. Pas tout à fait. Mais le coin de sa bouche bougea, et c'était déjà quelque chose. « Vous avez besoin de manger, dit Ellie. J'ai besoin de réponses. Vous avez d'abord besoin de manger. Les réponses n'ont pas beaucoup d'importance pour un cadavre. » Il se leva et servit une louche de ragoût dans la marmite posée près du feu. Du chevreuil, de l'oignon sauvage, de la racine de captail. Il lui tendit le bol. Clara le prit d'une main, l'autre tenant toujours le tisonnier. Elle renifla le ragoût, prit une bouchée prudente et ses sourcils se levèrent. « Ne dis pas que c'est bon comme le font toutes les citadins, dit Ellie. J'allais dire qu'il faut du sel. Il la fixa du regard. Elle prit une autre bouchée
Et cette fois, elle esquissa clairement un sourire. « Il y a du sel sur l'étagère », dit Ellie après un moment. « Serre-toi, je vais dehors vérifier mon cheval. La porte n'est pas verrouillée. Tu veux courir dans la tempête en chemise de nuit? » « C'est ton choix, je te le déconseille. » Il enfila son manteau et sortit avant qu'elle n'ait le temps de répondre. Dans l'écurie, Eli appuya son front contre le cou chaud de Sergent et respira. Le cheval bougea, le repoussant. C'était le seul réconfort qu'Ellie avait accepté de la part d'un être vivant en 12 ans. « J'ai failli le faire, » murmura Eli. C'était si proche. Puis elle hurla. Sergent souffla de l'air chaud contre l'épaule d'Eli. Maintenant, elle là-bas, tenant un tisonnier comme si elle allait me poignarder avec, mangeant mon ragoût, critiquant mon assaisonnement. Qu'est-ce que je suis censé faire avec ça, Serge? Sergent n'avait pas d'avis. J'aurais dû rester à l'intérieur. J'aurais dû appuyer sur la gâchette et en finir. Mais même s'il le disait, les mots avaient désormais un sens différent. Ils étaient faux, comme un manteau qui ne lui allait plus. Il y a 5 minutes, non, il y a 2 heures, il voulait mourir. Il avait placé le fusil sous son menton et n'avait ressenti qu'un immense soulagement. Maintenant, un étranger était assis dans sa cabane, vivant grâce à lui. Et l'idée que cette balle était insassible lui donnait des nausées comme jamais auparavant. « Ça ne veut rien dire, » dit-il au cheval. « Elle partira quand la tempête se calmera. Les choses reviendront à la normale. » Il le dit comme un homme qui essaie de se convaincre lui-même. De retour à l'intérieur, Clara avait posé le tisonnier. Elle avait trouvé le sel, terminé le ragoût et était assise près du feu, la robe de bison bien serrée autour des épaules. Elle avait également trouvé son livre et le tenait ouvert sur ses genoux, lissant les pages abîmées par l'eau avec des doigts prudents. « La reliure est abîmée, » dit-elle sans lever les yeux. « Mais les pages pourraient survivre si elles sèchent d'aplat. Je peux réparer la reliure. » Les mots sortirent avant qu'Ellie ne puisse les retenir. « Je fabrique surtout des objets en bois, mais j'ai déjà réparé 1 ou 2 livres. » Clara leva les yeux vers lui. Quelque chose changea dans son expression. Elle ne s'adoucit pas vraiment, mais s'ouvrit comme une porte qui passe de verrouillée à déverrouillée. « Mon père m'a donné ce livre l'année avant sa mort, » dit-elle. « C'est la seule chose qui me reste de lui. Alors nous allons le réparer. Pourquoi? » La question était plus importante que le livre. Ils le savaient tous les deux. Eli s'assit sur sa chaise, posa délibérément le fusil sur ses crochets au-dessus de la porte, là où elle pouvait le voir. Là où elle pouvait voir qu'il choisissait de mettre de la distance entre lui et l'arme. « Je ne sais pas, » dit-il. « Il y a 12 heures, j'avais un plan pour ce soir, et sauver une femme d'un accident de diligence n'en faisait pas partie. » Clara scruta son visage. Son regard se porta sur le trou dans le plafond où la balle avait traversé, puis sur les éclairs de bois frais autour, puis de nouveau sur lui. Elle comprit. Il vit le moment où elle comprit. Le fusil, le trou, le timing. Elle le regarda avec une expression qu'il n'avait jamais vue auparavant. Pas de la pitié. De la pitié, il aurait pu le supporter, il le lui aurait renvoyé à la figure. Mais là, c'était autre chose. De la reconnaissance. « Il y a 12 heures, j'avais moi aussi un projet, » dit Clara doucement. « Monter dans cette diligence et fuir aussi loin que possible vers l'ouest. Ce n'était pas un bon projet, mais c'était le mien. Fuir quoi? » Elle hésita. Sa main se posa sur sa sacoche où était caché le document abîmé par l'eau. « De l'homme qui pense que je lui appartiens. Personne n'appartient à personne. Tu n'as jamais été une femme à Philadelphie. » Elle le dit sans apitoiement, comme si elle énonçait la température. Eli rangea cette information avec l'amertume qu'elle avait exprimée plus tôt. « J'ai déjà entendu cette histoire, et les ombres bleutées sous son calme, et la façon dont elle avait attrapé une arme avant de prendre la couverture. « Monte à l'étage, dit-il. Matelas de paille, couverture, assez chaud. Je resterai ici près du feu. Et si je dois partir dans une tempête de neige, tu mourras. Mais je pourrais partir. » Il comprit ce qu'elle demandait vraiment. « Vous pouvez partir quand vous voulez, mademoiselle Mercer. Je vous l'ai dit. Vous n'êtes pas prisonnière, juste une étrangère qui a fait irruption dans ma vie alors que je ne m'attendais pas à de la compagnie. » Clara se leva prudemment. Elle vacilla, se rattrapa au mur et se dirigea vers l'échelle, une robe serrée autour d'elle. En haut, elle s'arrêta. « Monsieur Calloway. »« Oui, ce trou dans votre plafond. » Elle le regarda avec ses yeux ambrés. « Je suis contente que vous ayez raté votre coup. » Elle disparut dans le grenier. Eli s'assit seul près du feu.
La neige s'engouffra par le trou laissé par la balle et crépita sur les pierres chaudes de l'âtre. Il entendit Clara s'installer sur le matelas de paille, reteindre son souffle une fois, étouffer ses pleurs. Le genre de pleurs que l'on fait en silence pour que personne ne les entende. Puis le silence. Il prit la boîte à musique sur laquelle il travaillait avant de décider que ce soir était le grand soir. Avant le fusil, avant le cri, il la retourna entre ses mains. Le boîtier en noyer était presque terminé. Il n'avait pas encore décidé quelle mélodie y mettre ni quel nom graver au fond. Pour la première fois en 12 ans, Eli Calloway ne savait pas à qui était destinée cette boîte à musique. Il la posa, écouta la tempête battre contre les murs, écouta une inconnue respirer dans le grenier au-dessus de lui. Sa cabane ne lui avait pas semblé vide depuis 12 ans, car il l'avait remplie de fantômes. Sarah dans chaque ombre, Lily dans chaque silence, les garçons morts à la guerre dans chaque ruisseau et chaque gémissement du vent. Ce soir-là, Kamamni, Omusa Haonom, la cabane ne lui semblait pas vide pour une autre raison, et cela effrayait Eli Calloway plus que le fusil ne l'avait jamais fait. Clara se réveilla avec l'odeur du café et le bruit des coups de marteau. Elle resta immobile un instant, désorientée. Le matelas de paille lui grattait la joue. La couverture en laine sentait le cèdre, la fumée de bois et quelque chose de masculin qu'elle ne pouvait nommer. Au-dessus d'elle, les poutres rugueuses. En dessous, le rythme régulier d'un marteau frappant le bois. Puis le souvenir la frappa comme une douche froide. La diligence, les chevaux hurlant, le visage de Madame Callahan juste avant que la diligence ne se renverse. Le petit James et son cheval de bois. La neige qui remplissait sa bouche, son nez, ses poumons, puis plus rien jusqu'à la lueur du feu, et un homme balafré avec un fusil et des yeux couleur nuage d'orage. Elle s'assit trop vite. Une douleur lui transperça les côtes, et elle appuya ses deux mains contre son flanc, respirant entre ses dents jusqu'à ce que la douleur passe. Contusionnée, peut-être fracturée à cause de l'accident. Elle s'examina comme elle avait vu le Dr. Brennan examiner ses patients à Philadelphie. Côté gauche, douloureuse mais fonctionnelle. Écorchure sur les deux paumes, une bosse à l'arrière du crâne qui palpitait quand elle bougeait. Les pieds toujours attachés, ses doigts fonctionnaient encore. En vie contre toute attente raisonnable. En vie. Les coupes de marteau cessèrent. Clara tira la couverture en peau de bison sur ses épaules et regarda en bas à travers l'ouverture du grenier. Eli se tenait debout sur une chaise sous le plafond, clouant un morceau de bois carré sur le trou laissé par la balle. Ses manches étaient retroussées jusqu'au coude et la cicatrice qu'elle avait remarquée la nuit dernière s'étendait de sa tempe gauche jusqu'à sa mâchoire, disparaissant dans sa barbe comme une rivière dans une forêt. Il ne leva pas les yeux. Le café est sur le feu. Les biscuits ne sont pas très raffinés, mais ils te caleront. Quelle heure est-il? L'aube est froidée. La tempête continue. Tu as dormi 14 heures. Clara appuya ses doigts sur ses tempes. Elle ne se souvenait pas de la dernière fois où elle avait dormi plus de 4 heures d'affilée. À Philadelphie, elle passait la plupart de ses nuits éveillée à écouter les bruits de pas devant sa porte, à calculer combien de jours il restait avant le mariage, combien d'heures avant qu'elle ne puisse plus fuir. Elle descendit prudemment l'échelle, chaque muscle protestant. Eli avait posé une tasse en étain et une assiette sur la table grossière. Il ne la regardait toujours pas. Il venait de finir de marteler, descendit de la chaise et se dirigea vers le fond de la cabane, comme s'il voulait lui donner le plus d'espace possible. Clara se servit du café noir amer, assez fort pour décaper de la peinture. Elle le but sans se plaindre et prit un biscuit. « Tu as réparé le plafond, dit-elle. Il fallait le réparer. À cause du trou. À cause du trou. Aucun d'eux ne dit ce qui avait causé le trou. Il était là, entre eux, comme une troisième personne dans la pièce. Clara mangea le biscuit. Il était dense et sec, et c'était la meilleure chose qu'elle ait goûtée depuis qu'elle avait quitté Chicago. Elle s'apprêtait à en prendre un deuxième lorsqu'elle remarqua le livre. Le Whitman de son père était ouvert près du feu. Les pages étaient étalées en éventail et maintenues à plat par de petites pierres pendant qu'elles séchaient. Quelqu'un avait fait cela avec soin, avec patience, en lissant chaque page pour que les mots restent lisibles. « Tu es resté éveillé pour le faire, dit-elle. » Eli haussa les épaules. Les pages collent entre elles si elles sèchent mal. « J'ai pensé que tu voudrais que les mots survivent. » Clara prit le livre et le tourna entre ses mains. La reliure était abîmée. Le dos était fêlé
et la couverture déformée. Mais les pages étaient intactes, toutes sans exception. Elle passa son pouce sur la dédicace de son père et sentit sa gorge se serrer. « Merci, dit-elle, et elle le pensait au-delà du livre. Eli grogna. Il était déjà à son établi, les mains occupées à travailler une boîte en noyer à moitié sculptée. Ses doigts travaillaient le bois avec une précision qui semblait incongrue pour des mains aussi grandes, faisant ressortir les détails du grain à l'aide d'une petite lame. « C'est une boîte à musique, oui, comme les autres sur l'étagère. »« Oui. Pour qui est-elle? » Ses mains s'arrêtèrent une seconde, puis reprirent leur travail. « Je n'ai pas encore décidé. » Clara regarda les 17 boîtes sur l'étagère. Chacune était belle à sa manière. Certaines étaient simples, d'autres ornées. Toutes avaient clairement été fabriquées par un homme qui avait mis une partie de lui-même dans chaque coupe. Elle voulait poser des questions à leur sujet. Elle voulait savoir quel nom était gravé au fond, quelle mélodie s'y trouvait. Mais quelque chose dans l'attitude d'Eli lui indiqua que cette porte était fermée. Elle reporta alors son attention sur la cabane. À la lumière du jour, celle-ci racontait une histoire différente de celle qu'elle avait vue la nuit dernière, dans l'obscurité et à la lueur du feu. Les meubles étaient faits à la main et étonnamment raffinés. La surface de la table était lisse comme du verre. Les chaises avaient des dossiers incurvés qui épousaient la forme du corps. Des herbes séchées étaient suspendues aux poutres. Les étagères contenaient de la viande en conserve, des boîtes de conserve, de la farine, du café et quelques bouteilles de whisky. Tout était à sa place. Tout était propre. Tout témoignait d'un homme qui s'était construit une vie seule et qui avait réussi. « Depuis combien de temps vivez-vous ici? » demanda Clara. « 12 ans. Et personne d'autre? Pas de voisins? Pas d'amis? » Nettie Rollins apporte des provisions d'El Crossing une fois par mois. Cela me suffit comme contact humain. Nettie Rollins tient le magasin général et le bureau de poste et gère environ 60% des affaires de tout le monde. C'est la seule personne que je supporte dans un rayon de 65 km. Et certains mois, c'est déjà beaucoup. Clara faillit sourire. Vous n'aimez pas les gens sont sympas. C'est le fait de s'intéresser à eux qui vous tue. Il énonça cela d'un ton neutre, comme s'il donnait la météo. Sans apitoiement, sans dramatisation, juste un fait qu'il avait appris à ses dépens et classé dans les leçons à ne jamais oublier. « J'ai besoin de mes vêtements, » dit Clara, encore humide. « J'ai besoin de quelque chose à me mettre. » Je ne peux pas passer une semaine dans une robe en peau de bisonne. Il traversa la pièce, ouvrit le vieux coffre adossé au mur et en sortit une chemise en flanelle et un pantalon en laine. Il les posa sur la table sans cérémonie. Ils seront trop grands. À qui appartiennent-ils? À moi, tout comme le manteau, celui dont tu as parlé hier soir. Il y marqua une pause. Sa main resta suspendue au-dessus du coffre et Clara vit quelque chose passer sur son visage. Pas exactement de la douleur, mais le souvenir de la douleur, ce qui était parfois pire. Il sortit un manteau de femme en laine usée avec des boutons en ose et le tint un instant avant de le poser à côté des autres vêtements. « C'est celui de Sarah, » dit-il. « Ma femme, elle faisait à peu près ta taille, putain. » Clara toucha doucement le manteau. La laine était douce, usée par des années d'utilisation, et il y avait une petite marque près de la manche gauche, là où quelqu'un avait cousu une déchirure avec des points réguliers et soignés. « Un homme qui coud, pensa-t-elle, de grandes mains effectuant de petites réparations. « Je m'en occuperai, dit Clara. « Je sais que tu le feras. » Eli retourna à son établi. « Je vais voir le sergent. Vous pouvez vous changer. » Il était parti avant qu'elle n'ait pu répondre. La porte se referma derrière lui avec une finalité silencieuse. Clara s'habilla rapidement. La chemise lui arrivait aux hanches, le pantalon lui tirait les chevilles et le manteau de Sarah l'engloutissait. Elle retroussa les manches et les poignets, attacha le pantalon avec une corde trouvée sur une étagère et se regarda dans le petit miroir au-dessus du lavabo. Une inconnue la regardait en retour, les cheveux emmêlés et ébouriffés, le visage pâle, à l'exception de l'ecchymose sur son front, des cernes sous les yeux qui appartenaient à une femme qui courait depuis 3 mois et qui avait failli mourir la veille. Vêtue du manteau d'une femme morte dans la cabane d'un homme mort. Pas mort, se corrigea-t-elle. Eli n'était pas mort. Il avait essayé, mais il avait échoué à cause d'elle. Cette pensée s'installa dans un endroit qu'elle ne voulait pas examiner de trop près. Quand Eli revint, il s'arrêta dans l'embrasure de la porte et la fixa du regard.
Quelque chose bougea derrière ses yeux, rapide et douloureux, et Clara comprit. Elle ressemblait à un fantôme dans les vêtements de sa femme. Je peux enlever le manteau, non. Sa voix était rauque. Non, ça te va bien. Tu devrais le porter. C'est à ça que servent les manteaux. Il se dirigea vers la cheminée et se servit une tasse de café, et pendant quelques minutes, aucun d'eux ne parla. La tempête remplissait le silence, hurlant contre les murs, faisant vibrer les fenêtres, leur rappelant à tous les deux que le monde extérieur essayait de détruire tout ce qu'il pouvait atteindre. Je devrais aller vérifier les pièges, dit finalement Ellie. Si nous sommes coincés ici pendant une semaine, la nourriture va poser problème. À cause de moi. À cause des maths, j'ai stocké assez pour une bouche pendant l'hiver. Maintenant, nous sommes deux. Alors je devrais aider. Eli la regarda par-dessus son café. Tu es déjà sorti par un temps pareil? Non. Tu as déjà manipulé un piège, dépouillé un lapin, marché avec des raquettes? Non. Alors comment comptes-tu m'aider exactement? En apprenant. Clara soutint son regard. C'est moi qui ai causé ce problème. Je devrais aider à le résoudre. Apprenez-moi. Ce n'est pas une salle de classe, mademoiselle Mercer. Faire des erreurs là-bas peut vous coûter des doigts. Ou pire. Alors apprenez-moi à ne pas faire d'erreurs. Eli l'étudia longuement. Clara refusa de détourner le regard, même si quelque chose dans ses yeux gris faisait battre son cœur plus vite d'une manière qu'elle ne voulait pas envisager. Finalement, il posa sa tasse. Tu suis exactement mes pas. Tu ne touches à rien sauf si je te le dis. Et quand je te dis d'avancer, tu avances. Cette montagne se fiche que tu viennes de Philadelphie. Je commence à comprendre cela. Il lui tendit une paire de raquettes à neige qui se trouvait près de la porte. C'était une selle de Sarah. Elles tireront à peu près. Clara les enfila. Elle avait l'impression de porter de petits bateaux, encombrants et lourds. Mais elle se leva sans se plaindre et suivit Ellie dans la blancheur. Le froid la frappa comme un mur, pas le froid des hivers de Philadelphie, qui était poli et supportable et pouvait être résolu avec un manteau plus épais. Ce froid avait des dents. Il transperçait le manteau de Sarah, la chemise en flanelle, sa peau jusqu'à ses os. Clara haleta et l'air se figea dans ses poumons. « Respire par le nez, » dit Ellie sans se retourner. « Respirer lentement par la bouche te gèlera la gorge. » Elle obéit, se forçant à inspirer par le nez malgré son instinct qui lui criait de gaver ses poumons d'air. Ils s'enfoncèrent dans les arbres, Eli ouvrant la voie, Clara marchant dans ses traces. Les raquettes répartissaient son poids, mais marcher avec elle exigeait une foulée large et roulante qui sollicitait des muscles dont elle ignorait l'existence. Au bout de 20 minutes, ses cuisses brûlaient. Au bout de 30 minutes, elle trébucha et se rattrapa à un tronc d'arbre. Eli s'arrêta et se retourna. « Besoin de te reposer? »« Non. Têtu. Pragmatique. Tu as dit que la nourriture était un problème. Rester ici ne résoudra pas le problème. » Ce quasi-sourire à nouveau. Le léger mouvement de sa bouche que Clara commençait à reconnaître comme l'équivalent d'un sourire chez Eli Calloway. Le premier piège était vide. Le second contenait un lapin gelé et à moitié enfoui dans la neige. Eli s'agenouilla à côté et le libéra du piège avec des mains expertes. « Rapide et propre, dit-il. C'est la seule règle. L'animal a donné sa vie pour que nous puissions manger. Nous ne gaspillons pas cela. Nous ne le faisons pas souffrir. Nous disons merci et nous le pensons. Vous dites merci à un lapin mort. Je dis merci à tous ceux qui me maintiennent en vie. Je le fais depuis Shiloh. » Shiloh, Clara enregistra le nom dans sa mémoire. Une bataille de la guerre civile. Elle en avait entendu parler dans les archives de journaux de son père. 10 000 morts en 2 jours. Tu as combattu là-bas, j'y ai survécu. Il y a une différence. Il réinstalla le piège avec des gestes rapides et assurés, lui montrant chaque étape, où placer le piège, comment l'ancrer, comment lire la neige pour trouver les traces qui indiquaient où couraient les lapins. Clara observait et mémorisait, comme elle avait mémorisé la comptabilité de son père, les notes médicales du Dr. Brennan et les horaires de livraison qu'elle avait volés dans le bureau de son beau-père pour planifier sa fuite. C'est en apprenant que Clara Mercer avait survécu. Cela avait toujours été ainsi. Le troisième piège s'était déclenché, mais il était vide. Le quatrième contenait un autre lapin. Lorsqu'ils eurent vérifié les 6, les doigts de Clara étaient engourdis. Son visage était rougi par le vent et elle portait 2 lapins gelés dans un sac en toile suspendu à son épaule.
Tu ne t'es pas plainte une seule fois, dit Eli, alors qu'il remontait vers la cabane. Est-ce que se plaindre aurait aidé? Non. Alors à quoi bon? De retour à l'intérieur, la chaleur l'envahit comme une bénédiction. Clara se tenait près du feu, remuant ses doigts gelés, regardant Eli préparer les lapins avec une rapidité qui témoignait d'années de pratique. Son couteau bougeait avec la même précision qu'elle avait vue à son établi. Rapide, efficace, presque doux. Je dois apprendre ça aussi, dit-elle. Eli leva les yeux. Tout écorché. Si je veux manger ce que cette montagne nous offre, je dois comprendre ce que cela coûte. Il lui tendit un couteau plus petit que le sien, avec un manche en bois usé. Regarde d'abord, puis essaye. Elle regarda, puis elle essaya. Ses mains tremblaient et son estomac se retournait, mais elle y parvint. Pas proprement, pas rapidement, mais elle y parvint. Eli corrigea 2 fois sa prise, lui montrant l'angle de la lame. Et chaque fois que ses mains touchaient les siennes, elle sentait son pouls s'accélérer. « Arrête, se dit-elle avec acharnement. Tu viens d'échapper à la possession d'un homme. Tu n'as pas besoin d'une autre complication. » Mais les mains d'Eli n'étaient pas possessives. Elles étaient instructives, enseignantes plutôt que prenantes. Et il s'était éloigné dès que la leçon était terminée, retournant de son côté de la cabane comme un homme qui aurait tracé une ligne sur le sol et était déterminé à rester derrière. Ils mangèrent du ragoût de lapin dans un silence qui était devenu moins hostile et plus autre chose. Convivial n'était pas le mot juste. Prudent, peut-être. 2 personnes assises de part et d'autre d'un feu, chacune portant en elle suffisamment de blessures pour détruire l'autre, choisissant plutôt de se passer le sel. « Parlez-moi de Nettie Rollins, dit Clara. Eli eut l'air surpris. « Pourquoi? Parce que je suis ici depuis 24 heures et que tout ce que je sais de vous, c'est que vous vivez seul, que vous fabriquez des boîtes à musique et que vous avez failli vous tirer une balle hier soir. J'aimerais savoir quelque chose qui ne me donne pas envie de pleurer. » Son honnêteté sembla le prendre au dépourvu. Il posa son bol et se cala dans sa chaise. Nettie, 63 ans, est venue dans l'Ouest avec son mari en 58. Elle a tenu un comptoir commercial jusqu'à ce qu'il meure de la chaleur. Elle a repris le magasin général, puis la poste, puis à peu près tout le reste à Elk Crossing. Elle est méchante comme un serpent à sonnette, honnête comme le dimanche, et fait le pire café du territoire. Je l'achète quand même parce qu'elle est la seule personne qui ne me regarde pas comme si j'étais quelqu'un à craindre. « Tu es quelqu'un à craindre, » dit Clara. « Mais pas pour les raisons qu'il pense. » Ali plissa les yeux. « Qu'est-ce que ça veut dire? » Ça veut dire que tu n'es pas dangereux parce que tu vis seul avec des fusils et un mauvais caractère. Tu es dangereux parce que tu as abandonné. Et un homme qui n'a plus rien à perdre, c'est la chose la plus effrayante au monde. Le silence s'installa dans la cabane. Seul le crépitement du feu, le vent dehors et la vérité, posés entre eux comme un couteau sur la table, se faisaient entendre. « Tu ne sais rien de moi, dit Eli. Je sais que tu as réparé mon livre page par page pendant que je dormais. Je sais que tu m'as donné le manteau de ta femme décédée, même si ça te faisait mal de me voir le porter. Je sais que tu as posé le couteau sur la table. C'est rien de moi, dit Eli. Je sais que tu as réparé mon livre page par page pendant que je dormais. Je sais que tu m'as donné le manteau de ta femme décédée, même si cela te faisait mal de me voir le porter. Je sais que tu as accroché le fusil au crochet où je pouvais te voir le faire pour que je me sente en sécurité. » Clara fit une pause. « Et je sais que tu as raté ce tir exprès. Ce n'est pas vrai. Tes mains sont les plus stables que j'ai jamais vues. Tu sculptes des boîtes à musique avec des détails que je peux à peine voir. Un homme avec des mains comme ça ne rate pas une cible à 15 cm de son visage. » Elle soutint son regard. « Tu m'as entendu crier et tu as choisi de rater ton coup. Ce n'est pas un homme qui n'a rien à perdre, Monsieur Calloway. C'est un homme qui cherche encore une raison. » Eli se leva si brusquement que sa chaise racla le sol. Il traversa la pièce jusqu'à l'établi, prit la boîte à musique inachevée, la reposa, puis la reprit. Il lui tournait le dos, et Clara pouvait voir la tension dans ses épaules, la façon dont ses mains agrippaient le bois, comme s'il s'agissait de la seule chose solide au monde. « Vous parlez trop, » dit-il finalement. « On me l'a déjà dit, et vous voyez trop. » Ça aussi. Il se retourna. Son visage était à vif,
dépouillée de l'expression neutre qu'il entretenait soigneusement comme une armure. Derrière, il y avait quelque chose que Clara reconnaissait, car elle le voyait chaque fois qu'elle se regardait dans un miroir. L'épuisement, la fatigue particulière de quelqu'un qui porte un poids depuis si longtemps qu'il a oublié ce que c'est que de se tenir droit. Sarah et Lily, dit-il, ma femme et ma fille. Ditheria les a emmenés pendant que je me battais à Shiloh. J'étais à 400 mètres de là, en train de nettoyer mon fusil, pendant que ma petite fille mourait. Elle avait 3 ans. Elle ne savait pas pourquoi son papa n'était pas là. Elle savait juste qu'il n'était pas là, clairement. Ellie, je suis rentré chez moi et j'ai trouvé 2 tombes et une maison remplie de leurs affaires. La poupée de chiffon de Lily sur le lit. Le tablier de Sarah était toujours accroché près du poêle. Les voisins m'ont dit que Lily m'avait appelé à la fin. « Papa », répétait-elle, « papa, rentre à la maison. » Sa voix s'est brisée sur le mot « papa ». Elle s'est brisée comme une planche qui se fend sous un poids trop lourd. Clara sentit les larmes lui brûler les yeux, mais elle ne les essuya pas, car Eli ne pleurait pas, et elle comprenait que si elle pleurait, il cesserait de parler. Et il avait besoin de dire cela comme une blessure a besoin d'air. J'ai construit la première boîte à musique cet hiver-là, la berceuse de Sarah. Je pensais que si je pouvais juste entendre la mélodie, peut-être que le silence ne me rongerait pas vivant. Il regarda l'étagère. 17 boîtes plus tard, le silence l'emporte toujours. Peut-être que le silence n'est pas l'ennemi, dit Clara doucement. Peut-être que c'est la solitude, et ce n'est pas la même chose. Eli la fixa du regard. La lumière du feu jouait sur la cicatrice de son visage. Et pendant un instant, il ressemblait à ce qu'il était. Un homme de 42 ans qui était en guerre avec son propre cœur depuis 12 ans et qui était en train de perdre. « Tu devrais dormir, dit-il. Demain, je te montrerai comment poser correctement des pièges. Tu auras besoin de savoir si cette tempête va durer. » C'était une retraite, et ils le savaient tous les deux. Mais Clara le laissa faire, car elle comprenait les retraites. Elle en avait fait toute sa vie. Elle grimpa à l'échelle menant au grenier. Arrivée en haut, elle s'arrêta. « Monsieur Calloway. »« Oui. » « La boîte à musique de Lily. La gigue. Tu me la joueras un jour? » Le silence dura si longtemps que Clara crut avoir dépassé les bornes. Puis, d'en bas, si discret qu'elle faillit ne pas l'entendre, peut-être, Clara s'installa sur le matelas de paille et remonta la couverture jusqu'à son menton. En dessous d'elle, elle entendit Eli remonter l'une des boîtes à musique. Pas celle de Lily, une mélodie différente, lente et triste, qu'elle ne reconnaissait pas. Elle joua exactement 47 secondes, puis s'arrêta. Il la remonta à nouveau. Clara resta allongée dans le noir, écoutant un homme brisé jouer encore et encore la berceuse d'une femme morte. Et elle enfonça son visage dans l'oreiller pour qu'il ne l'entende pas pleurer. Pas pour elle-même. Pas pour la diligence, ni pour les Callahan, ni pour le petit James avec son cheval de bois. Elle pleurait pour une fillette de 3 ans qui appelait son papa et pour l'homme en bas qui répondait à cet appel avec des boîtes à musique depuis lors, envoyant des mélodies dans le silence comme des lettres à une adresse qui n'existait plus. Vers la 4e fois, Clara prit une décision. Elle ne le nomma pas, ne l'examina pas, ne la mit pas à la lumière pour vérifier s'il y avait des fissures. Elle la sentit simplement s'installer dans sa poitrine comme une pierre tombant dans une eau calme. Elle ne quitterait pas cette montagne tant qu'Elijah Calloway n'aurait pas joué la boîte à musique de sa fille sans avoir à s'excuser pour cela. La tempête martelait les murs, la musique jouait, et Clara Mercer s'endormit dans le lit d'une femme morte, vêtue du manteau d'une femme morte dans une cabane pleine d'excuses en bois. Et pour la première fois en 3 mois, elle ne rêva pas de s'enfuir. Si vous ou quelqu'un de votre entourage traversez une période difficile, une aide gratuite est disponible. Trouvez des ressources. Au 3e jour de la tempête, Clara fendit son premier morceau de bois de chauffage. Elle se tenait dans l'embrasure de la porte de la grange, à l'abri du vent, tenant la hache qu'Ellie lui avait donnée, fixant les 2 moitiés comme si elle venait d'accomplir un miracle. Ses paumes étaient à vif. Des ampoules s'étaient formées, avaient éclaté et saigné 2 fois depuis qu'Ellie avait commencé à lui apprendre. Mais le bois était fendu, et elle l'avait fait elle-même. Et le sentiment qui l'envahissait était quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis que son père était en vie. « Encore une fois, » dit Eli derrière elle, « une seule bûche ne suffit pas pour entretenir le feu. » Clara posa une autre bûche sur le billot et frappa. Celle-ci se fendit de travers, mais elle se fendit. Elle en frappa une autre, puis une autre.
Quand Eli lui dit d'arrêter, elle avait un petit tasse à ses pieds et les mains si endolories qu'elle ne pouvait plus tendre les doigts. « Tu ne m'as pas dit bravo », dit-elle en fléchissant les mains. « Tu veux des compliments ou du bois de chauffage? Les deux seraient sympas. » Eli ramassa le tas et l'emporta à l'intérieur. À la porte, il s'arrêta, sans vraiment la regarder. « Bravo », sourit Clara, puis elle cessa de sourire car elle réalisa que c'était le premier sourire sincère depuis très longtemps et qu'il venait d'un homme qui rationnait les mots comme des munitions. À l'intérieur, la cabane avait changé en 3 jours. Pas physiquement. Les murs étaient les mêmes, les meubles n'avaient pas bougé, les boîtes à musique étaient toujours en place sur leur étagère. Mais l'atmosphère entre ces deux occupants était passée de hostile à quelque chose qui n'avait pas encore de nom. Pas encore de nom. Ils avaient développé des routines. Eli préparait le petit déjeuner pendant que Clara descendait du grenier. Clara faisait la vaisselle pendant qu'Eli vérifiait les pièges. Ils dînaient ensemble près du feu, échangeant des silences et parfois quelques mots. Clara avait appris des choses. Elle avait appris qu'Eli buvait son café noir et le préparait assez fort pour réveiller un mort, qu'il parlait au sergent avec des phrases complètes, comme si le cheval pouvait lui répondre, que ses mains ne s'arrêtaient jamais de bouger, de sculpter, de réparer, de construire, car des mains inactives signifiaient penser, et penser signifiait se souvenir. Et ce souvenir signifiait le genre de douleur qui poussait à mettre un fusil sous le menton. Elle avait également appris qu'il l'observait quand il pensait qu'elle ne le regardait pas. Des regards furtifs qui l'interrompaient brusquement, se retournant vers son travail, la mâchoire serrée comme le ressort d'un piège. « Apprends-moi à sculpter », dit Clara ce soir-là, assise près du feu, les mains couvertes d'ampoules, serrant une tasse en étain. Eli leva les yeux de son établi. « Tes mains sont abîmées. Elles guériront. J'ai besoin de m'occuper. Les mains oisives font des bêtises. Ma mère disait toujours ça. C'était une femme intelligente. » Eli prit un morceau de pain sur une étagère et l'apporta près du feu avec un petit couteau. Il s'assit sur sa chaise et Clara s'assit par terre à côté de lui, plus près qu'il ne s'était jamais permis auparavant. Elle sentit qu'il était tendu, mais il ne s'écarta pas. « Le pain est tendre », dit-il en tournant le bloc entre ses mains. Il pardonne, il est bon pour apprendre. Il lui montra comment tenir le couteau, comment couper dans le sens du grain, comment laisser le bois vous dire ce qu'il veut devenir. Il referma sa main sur la sienne pour lui montrer l'angle, et Clara sentit la chaleur de sa paume contre ses jointures, les callosités rugueuses contre sa peau. « Ne force pas, dit Eli. » Sa voix était devenue plus grave, et il regardait leurs mains, pas le bois. « Si tu appuies trop fort, la lame glisse. Si tu y vas trop doucement, rien ne se passe. Trouve le juste milieu. » « Le juste milieu, » répéta Clara, très consciente de la proximité de son visage. « Entre trop fort et trop doucement. C'est le truc avec le bois, avec la plupart des choses. » Il lâcha sa main et se pencha en arrière. La distance entre eux lui donna l'impression qu'une porte venait de claquer. Clara sculpta, ou du moins essaya. Le pain était tendre, mais ses mains étaient maladroites. Et après 20 minutes, elle avait produit quelque chose qui ressemblait à une bosse ambitieuse. « Qu'est-ce que c'est censé être? » demanda Eli. « Un oiseau, dit-il en penchant la tête. Continue. » Elle continua. « Les copeaux s'empilant à ses pieds. La bosse prit lentement la forme d'elle, avec un soupçon de plumes à la queue. C'était horrible. Et Clara savait que c'était horrible. Mais elle continua à tailler parce qu'Eli la regardait. Et pour la première fois en 3 jours, son visage avait perdu son expression vide et méfiante. « Les ailes ne vont pas, dit-elle. Oublie les ailes pour l'instant. Commence par faire le corps correctement. Tout le reste suivra. C'est un conseil pour la sculpture sur bois ou un conseil pour la vie? Les deux. » Clara le regarda. La lumière du feu éclairait la cicatrice sur sa mâchoire, les tempes grisonnantes et les rides autour de ses yeux, causées par le fait de plisser les yeux dans le vent et la neige et par le genre de chagrin qui ne disparaît jamais complètement. Il n'était pas beau, pas selon les critères de Philadelphie, mais il y avait quelque chose dans son visage qui l'attirait. Une qualité fondamentale, comme lorsqu'on regarde la montagne elle-même. « Arrête de me fixer, dit Eli, toi d'abord. » Son regard se posa brusquement sur le feu. Clara sentit ses joues s'empourprer et se remit à sculpter avec une concentration renouvelée. Ils restèrent assis dans un silence pesant, le feu crépitant entre eux,
jusqu'à ce qu'Eli prenne la parole. Tu as dit que tu fuyais un homme qui pense que tu lui appartiens. Le couteau de Clara s'arrêta. C'est vrai, tu n'as pas besoin de me le dire. Je le sais. Elle posa la sculpture et resserra le manteau de Sarah autour de ses épaules. Les boutons en os s'enfoncèrent dans ses paumes. Il s'appelle Theodore Harlow. C'est un juge à Philadelphie. Il a 58 ans, il a de bonnes relations et il est très respecté. Mon beau-père lui devait de l'argent. Beaucoup d'argent, le genre d'argent qui rend les hommes créatifs pour le rembourser. Il t'a vendu. La franchise de cette affirmation lui coupa le souffle, non pas parce que c'était faux, mais parce que personne ne l'avait jamais dit aussi clairement. Pas sa mère, qui avait qualifié cela d'arrangement raisonnable, ni ses sœurs qui avaient pleuré sans rien dire, ni l'avocat qui avait rédigé le contrat de mariage avec des termes qui ressemblaient à un acte de vente. Oui, dit Clara, il m'a vendu. Et le juge, quel genre d'homme achète une femme de 30 ans plus jeune? Le genre dont la première femme est morte en tombant dans les escaliers. Clara croisa le regard d'Eli. Sauf que j'ai parlé à la femme de ménage. Les escaliers de cette maison ont 100 marches et sont recouverts de moquettes. Martha Harlow n'est pas tombée, elle a été poussée. Quelque chose changea dans le visage d'Eli. Ce n'était pas de la surprise, il avait trop vu du monde pour être surpris, mais un durcissement. Le même regard qu'elle imaginait qu'il avait sur le champ de bataille. Sait-il où vous êtes? Il sait que j'ai pris la diligence de l'Ouest depuis Chicago. Il a de l'argent, des relations et le genre de fierté qui n'accepte pas d'être défié. Alors oui, j'imagine qu'il me cherche. Qu'il me cherche. Clara cligna des yeux. Vous ne comprenez pas. Theodore n'est pas seulement riche, il a des juges, il a des marshals, il a un long trajet jusqu'au Colorado et une montagne qui se moque de son argent. On n'est pas à Philadelphie, Clara. Ici, l'autorité d'un homme s'arrête là où s'arrête son influence. Et son influence ne s'étend pas jusqu'à ma cabane. C'était la première fois qu'il l'appelait Clara au lieu de Mademoiselle Mercer. Le son de son nom dans sa voix rauque et grave lui fit quelque chose qui n'avait rien à voir avec les contusions causées par l'accident. Tu n'as pas à me protéger, elle dit. Ce n'est pas ton combat. Tu êtes dans ma cabane, vous mangez ma nourriture, vous portez le manteau de ma femme. Ça en fait mon combat, que je le veuille ou non. Et le voulez-vous? La question resta en suspens entre eux. Eli se leva et traversa la pièce pour se diriger vers l'établi, mettant de la distance entre eux comme il le faisait toujours lorsque l'atmosphère devenait trop tendue. « Je veux que cette tempête se calme pour que vous puissiez aller où vous devez aller, dit-il. C'est ce que je veux. » Menteur. Il se retourna brusquement. « Attention, tu mens et nous le savons tous les deux. Tu ne veux pas que j'aie parte. Tu as peur de vouloir que je reste. Il y a une différence. Et tu le sais parce que c'est toi qui m'as dit, là-bas, avec les pièges, qu'il y a toujours un juste milieu entre trop dur et trop prudent. C'était à propos du bois. C'était à propos de tout. Et tu le sais. Ils se tenaient de part et d'autre de la cabane, le feu entre eux. Le cœur de Clara battait à tout rompre. Elle était allée trop loin. Elle le voyait à la façon dont ses mains se crispaient sur ses côtés, à la façon dont la cicatrice sur sa mâchoire ressortait en blanc sur sa peau rougie. « Tu es ici depuis 3 jours, dit Eli d'une voix dangereusement calme. 3 jours. Et tu penses savoir ce que je veux? Tu penses que parce que je t'ai sorti de la neige et que je t'ai appris à fendre du bois, cela signifie quelque chose. Ce n'est pas le cas. J'aurais fait la même chose pour un chien errant. Tu n'aurais pas donné le manteau de ta femme à un chien errant. » Eli tressaillit. Il tressaillit comme si elle l'avait giflé. « Tu ne sais rien de moi et de Sarah. Je sais que tu l'aimais. Je sais que la perdre, elle et Lily, t'a brisé d'une manière que 12 ans et 17 boîtes à musique n'ont pas pu réparer. Je sais que tu as mis un fusil sous ton menton il y a 3 nuits, parce que le silence a fini par être plus fort que la musique. » La voix de Clara tremblait, mais elle ne s'arrêta pas. « Et je sais que tu as raté ton coup exprès, parce que quelque part, sous tout ce chagrin, Elijah Calloway veut toujours vivre. Tu as juste oublié pourquoi. Et tu penses que c'est à cause de toi. » Il s'approcha d'elle et Clara vit dans ses yeux quelque chose qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Pas de la colère, pire que de la colère. Du désir, un désir brut, désespéré, terrifié, contre lequel il luttait de toutes ses forces. « Tu penses qu'une citadine qui débarque dans ma vie va réparer ce qui est brisé en moi? Ça ne marche pas comme ça. C'est un conte de fées.
Et les contes de fées sont pour ceux qui n'ont pas enterré leurs enfants. Je n'essaie pas de te réparer. Alors qu'est-ce que tu essaies de faire? J'essaie de rester en vie. La voix de Clara se brisa sur le dernier mot. C'est tout ce que j'essaie de faire depuis 3 mois. Rester en vie assez longtemps pour arriver là où Théodore ne pourra pas m'atteindre. Et puis, je me suis écrasé sur ta montagne et tu m'as porté à travers une tempête de neige. Tu as séché le livre de mon père page par page. Tu as accroché le fusil à un crochet où je pouvais le voir, choisissant de ne pas l'utiliser. Et pour la première fois en 3 mois, j'ai pensé que rester en vie ne consistait peut-être pas seulement à fuir. Peut-être s'agissait-il de trouver quelque chose qui valait la peine de s'arrêter. Le silence s'est installé dans la cabane. Même le vent semblait retenir son souffle. Eli se tenait si près qu'on aurait pu le toucher. Sa poitrine se soulevait et s'abaissait au rythme de sa respiration haletante, et ses mains étaient si serrées que ses jointures étaient devenues blanches. Clara pouvait voir le combat qui se livrait dans lui. Les murs qui se dressaient, s'effondraient, puis se dressaient à nouveau. 12 années passées à construire une forteresse s'effondraient sous le poids de 3 jours. « Je ne peux pas faire ça, dit-il d'une voix brisée. Clara, je ne peux pas. Tu ne comprends pas ce que cela m'a coûté d'arrêter de ressentir quoi que ce soit. Si je te laisse entrer dans ma vie et qu'il t'arrive quelque chose, si je m'attache à toi et que le monde t'emporte comme il a emporté Sarah et Lily, je ne survivrai pas une deuxième fois. Je ne survivrai pas. Tu as failli ne pas y survivre la première fois. C'est ce que je veux dire. Non. » Clara leva la main et lui caressa le visage. Ses doigts suivirent la cicatrice qui allait de la tempe à la mâchoire, et elle le sentit frissonner sous sa main. « C'est la mienne. Tu as failli ne pas y survivre la première fois parce que tu étais seul, parce que tu as tout porté toi-même et que tu as laissé ce poids t'écraser pendant 12 ans. Tu n'as pas à recommencer. Tu partiras. » Sa voix n'était qu'un murmure. « La tempête éclatera, tu iras à San Francisco ou à Denver, ou là où vont les femmes comme toi. Et je resterai ici avec 18 boîtes à musique au lieu de 17. Je ne suis pas Sarah, je le sais. Non, écoute-moi. » Clara prit son visage entre ses mains, le forçant à la regarder. « Je ne suis pas Sarah. Je ne peux pas promettre que je ne mourrai pas. Personne ne peut promettre cela. Ce que je peux promettre, c'est qu'en ce moment, aujourd'hui, dans cette cabane, je suis là et je ne m'enfuis pas. » Quelque chose se brisa dans les yeux d'Eli. Pas en 1000 morceaux, mais comme la glace d'une rivière au printemps, craquant et se fissurant pour laisser passer le courant. Il leva la main et recouvrit la sienne, pressant sa paume contre sa joue balafrée. « Je ne peux pas contrôler ça, dit-il, quoi que ce soit. J'ai essayé. J'ai essayé pendant 3 jours, mais ça ne marche pas. Tu te promènes dans le manteau de Sarah, avec tes mains nues, ta bouche intelligente, et ce regard sur ton visage comme si tu voyais à travers moi, et je ne peux pas. » Clara l'embrassa. Elle se mit sur la pointe des pieds et pressa sa bouche contre la sienne, et pendant une terrible seconde, il ne répondit pas. Tout son corps se raidit comme un homme se préparant à recevoir une balle. Puis ses bras l'enlacèrent, la serrant contre sa poitrine, et il l'embrassa en retour avec 12 ans de solitude derrière lui. Ce n'était pas doux, ce ne raffiné, ni pratiqué, ni comparable au baiser prudent et calculé que Théodore lui avait donné comme une marque de propriété. Celui-ci était brut et désespéré, et avait le goût du café, du chagrin et de la première pousse verte qui perce le sol gelé. Les mains d'Eli s'emmêlèrent dans ses cheveux, et Clara sentit qu'elle tremblait et comprit qu'il la tenait comme un homme qui se noie tient une corde, non pas avec confiance, mais avec le peu de force qui lui restait. Quand ils se séparèrent, tous deux haletants, Eli pressa son front contre le sien et garda les yeux fermés. « C'est une erreur, dit-il. Probablement. Tu ne me connais pas. Pas vraiment. J'en sais assez. Je fais des cauchemars horribles. Je me réveille en me débattant. Je n'ai pas dormi une nuit complète depuis 3 mois. Je parle plus à un cheval qu'aux gens. Je parle au livre de poésie d'un homme mort. » Eli ouvrit les yeux. De si près, Clara pouvait voir toutes les nuances de gris dans ses yeux, du gris foncé au gris argenté. « Tu vas causer ma perte, Clara Mercer, ou te sauver la vie. Cela dépendra de qui de nous deux sera le plus têtu. » Il faillit rire. Pas tout à fait, mais plus que tout ce qu'elle lui avait entendu dire auparavant. Un son rouillé par 12 ans d'inutilisation qui partit de sa poitrine et faillit atteindre sa bouche.
Je t'ai parlé des boîtes et la musique, dit Ellie, tout en la serrant dans ses bras. 17 excuses pour les personnes que je n'ai pas pu sauver. Je construis la 18e depuis un mois. Je ne savais pas quelle mélodie lui donner. Je ne savais pas à qui elle était destinée. Et maintenant, je pense que ce n'est peut-être pas une excuse. Il s'écarta suffisamment pour regarder son visage. C'est peut-être autre chose. Clara sentit les larmes lui brûler les yeux. Quoi, Melody? Je ne sais pas encore. Quelque chose de nouveau, quelque chose qui ne concerne pas les morts. Elle l'embrassa à nouveau, plus doucement cette fois, et sentit ses mains se poser sur sa taille avec une tendresse qui lui fit mal à la poitrine. Cet homme qui avait sculpté 17 excuses dans le bois et la musique, qui l'avait porté à travers une tempête de neige et avait séché le livre de son père page par page, qui avait placé un fusil sous son menton et avait raté son coup parce qu'un inconnu avait crié dans l'obscurité. Cet homme la tenait comme si elle était faite d'un matériau précieux. Et Clara comprit pour la première fois qu'elle avait cessé de fuir. Non pas parce que la tempête l'avait piégée, non pas parce qu'elle n'avait nulle part où aller, mais parce que les mains d'Elijah Calloway sur sa taille lui procuraient le premier sentiment de sécurité qu'elle ait jamais connu. Et elle en avait fini de fuir les choses qui lui donnaient le sentiment d'être chez elle. Ils se tenaient ensemble près du feu, leurs fronts se touchant, leurs mains entrelacées, la tempête frappant les murs comme une créature vivante qui tentait d'entrer. Et pour la première fois en 12 ans, Eli n'entendait pas la tempête. Il entendait les battements du cœur de Clara contre sa poitrine, réguliers, forts et vivants. Et le silence qui le rongeait depuis si longtemps s'est apaisé. C'est Clara qui l'a entendu la première. Elle s'est reculée, la tête penchée, à l'écoute. Des chevaux. Eli était à la fenêtre en deux enjambées. À travers le givre, il a vu ce qui n'aurait pas dû être là. Ce qui n'aurait pas dû être là au milieu de la pire tempête depuis une décennie. 3 cavaliers sur le sentier en lacets en contrebas de la cabane. Se déplaçant lentement mais sûrement, courbés contre le vent, se dirigeant droit vers le sommet de la montagne. « Éloigne-toi de la fenêtre », dit Eli, et sa voix avait changé. Toute douceur avait disparu, remplacée par quelque chose de froid et de tactique, le soldat, le survivant. Qui est-ce? Ellie observa le cavalier de tête. Manteau coûteux, bon cheval. L'homme était assis sur sa selle avec la posture rigide de quelqu'un qui paye d'autres personnes pour faire le travail physique. Clara. Eli se détourna de la fenêtre et prit ses 2 mains. L'homme de tête me ressemblait à Theodore Harlow. Elle pâlit. Cheveux blancs, corpulence imposante. Il porte un manteau en laine noire fait sur mesure par un tailleur de Philadelphie. Les mains de Clara se mirent à trembler. Il m'a trouvé. Eli lâcha ses mains et décrocha le fusil de son crochet. Il vérifia le mécanisme, le chargea et se dirigea vers la porte. Puis il s'arrêta et se retourna vers elle. « Clara, tu me fais confiance? » « Oui. » Il la regarda dans les yeux pendant un instant. « Alors prends le tisonnier avec lequel tu m'as menacé il y a 3 jours. Et cette fois, si tu dois t'en servir, n'hésite pas. » Clara attrapa le tisonnier dans la cheminée. Ses mains étaient désormais fermes. La peur avait une façon étrange de brûler tout ce qui n'avait pas d'importance. Et ce qui importait, c'était l'homme debout à la porte avec un fusil. L'homme qui l'avait embrassée comme si elle était la dernière chose chaleureuse dans un monde glacé. L'homme qui avait failli mourir 3 jours auparavant et qui se tenait maintenant entre elle et la chose qu'elle fuyait. Eli ouvrit la porte et sortit dans la tempête. Le froid frappa le visage d'Eli, mais il le sentit à peine. Son corps était passé à un mode qu'il n'avait pas utilisé depuis 12 ans. Le calme du champ de bataille qui l'avait maintenu en vie à Shiloh, à Pfil, sur tous les champs ensanglantés du Tennessee où des garçons mouraient en hurlant. Et ceux qui avaient survécu étaient ceux qui avaient cessé de ressentir et avaient commencé à réfléchir. 3 cavaliers, le chef sur une jument grise, 2 hommes flanquant-le sur des chevaux plus foncés. Ils étaient à 50 mètres et se rapprochaient, se frayant un chemin à travers des congères qui arrivaient à la poitrine des chevaux. Les 2 cavaliers qui flanquaient le chef avaient un regard qu'Eli reconnaissait pour l'avoir vu pendant la guerre. Des mercenaires, des professionnels, les mains déjà posées près de leurs armes dans leurs étuis. Le genre de personnes qui tueraient pour de l'argent et dormiraient paisiblement après. Eli observait le cavalier de tête. Des cheveux blancs sous un chapeau noir,
Une carrure imposante enveloppée dans un manteau qui coûtait plus cher que tout ce que contenait la cabane d'Élie. Même à 50 mètres, à travers la neige qui tombait, l'homme dégageait une autorité qui venait de décennies passées à entendre les autres dire « Oui, monsieur », en le pensant vraiment. Eli descendit du porche et se planta dans la clairière. Le fusil dans les mains, le canon pointé vers le sol, le doigt près de la gâchette mais pas dessus. Pas encore. Les cavaliers s'arrêtèrent à 20 mètres. La jument grise secouait la tête, luttant contre le mort. Harlow la contrôlait d'une seule main, sans même sembler s'en apercevoir. De près, son visage était large et charnu, avec des yeux bleus pâles qui semblaient avoir été sculptés dans la glace. Un visage de politicien. Un visage fait pour sourire en public et faire des choses horribles en privé. « Vous êtes loin de tout, monsieur, » dit Eli. Harlow sourit. C'était un sourire étudié, large et chaleureux, mais absolument vide. « En effet, je suis Theodore Harlow, juge itinérant, Commonwealth de Pennsylvanie. Je recherche une femme, ma fiancée Clara Mercer. J'ai des raisons de croire qu'elle a survécu à un accident de diligence dans cette région. Vous ne connaissez pas de Clara Mercer? Bien sûr que non. Le sourire de Harlow ne faiblit pas. Et je suppose que vous ne savez pas non plus que les braves gens d'Elk Crossing m'ont tout raconté sur le fantôme d'Elk Ridge, un ermite qui est descendu de la montagne il y a 3 jours à la recherche. Et je cite le commerçant, comme un homme qui aurait vu le diable. Vous avez acheté plus de farine, Monsieur Calloway, plus de sel, plus de café. Un homme qui vit seul ne double pas soudainement ses provisions sans raison. Eli ne dit rien. Nettie, ça devait être le magasin de Ned. Le commerçant avait dû parler après le départ de Nettie. Il enregistra cette information et garda un visage impassible. J'ai aussi ceci. Harlow sortit un papier plié de son manteau. Un mandat d'arrêt contre mademoiselle Mercer. Vol de biens personnels, plus précisément 200 $ pris dans le coffre-fort de son beau-père. Signé par un juge fédéral et applicable sur tout le territoire. Beaucoup d'ennuis pour 200 $. Ce n'est pas une question d'argent, c'est une question de principe et d'une jeune femme qui n'a clairement pas toute sa tête, qui fuit sa famille et voyage seule dans un territoire dangereux. Je suis ici pour la ramener chez elle en toute sécurité. Vous pouvez certainement comprendre l'inquiétude d'un homme pour sa future épouse. Eli observa Harlow comme il aurait observé un serpent à sonnette enroulé sur son poche. Calme, patient, cherchant l'endroit où il allait frapper. « Fiancé », répéta Eli. « C'est ainsi que vous appelez une femme que son père a vendue pour payer ses dettes. » Le sourire vacilla. Juste un instant, juste assez longtemps pour qu'Eli aperçoive le vrai visage qui se cachait derrière. Dur, possessif, habitué à ne pas être remis en question. Puis le masque revint. Je vois qu'elle a raconté des histoires. Clara a une imagination débordante. Cela fait partie de son charme, mais aussi de sa maladie. La pauvre fille est instable depuis la mort de son père. Délire, paranoïa, accusations extravagantes. Sa famille et moi avons essayé de lui trouver des soins appropriés. Des soins appropriés dans votre maison, en tant que votre femme. Un foyer stable avec un homme qui peut subvenir à ses besoins. Qu'y a-t-il de mal à cela? Demandez à votre première femme. Le silence qui suivit était lourd. Les 2 hommes engagés se déplaçant sur leur selle. Les yeux pâles de Harlow devinrent vides. Et pour la première fois, Eli vit le vrai homme, pas le politicien, pas le fiancé attentionné, mais ce qui se cachait derrière. Froid, calculateur, dangereux comme le sont toujours les hommes puissants. Pas de leurs propres mains, mais avec celles qu'ils peuvent s'offrir. « Martha est morte dans un accident », dit Harlow doucement. « Je l'ai profondément pleuré. Un escalier recouvert de moquettes, 6 marches, une femme en bonne santé dans la trentaine. Ça a dû être un accident. Vous répétez les fantasmes d'une folle, Monsieur Calloway, et vous mettez ma patience à rude épreuve. » Harlow fit un signe de tête en direction de la cabane. « Je sais qu'elle est là-dedans. Je peux faire ça civilement avec un mandat et l'autorité de la loi derrière moi. Ou je peux le faire autrement. J'ai amené M. Pike et M. Garrett spécialement pour l'autre solution. À vous de choisir. » Pike et Garrett. Les mercenaires. Ils n'avaient pas parlé, ils n'en avaient pas besoin. Leurs mains reposaient sur la crosse de leurs pistolets avec l'aisance de ceux qui les avaient déjà dégainés. « Voici ce que je sais, » dit Eli, et sa voix prit le ton qu'il utilisait pour donner des ordres pendant la guerre.
celui qui venait du fond de sa poitrine et portait même à travers les tirs de canon. Je sais que vous êtes monté dans ma montagne sans y être invité. Je sais que vous brandissez un papier qui est peut-être authentique ou peut-être acheté. Et ici, cela n'a aucune importance, car l'autorité fédérale la plus proche se trouve à Denver, à 3 jours de cheval. Je sais que vous avez apporté 2 armes pour emmener une seule femme, ce qui me dit que vous avez peur d'elle ou de ce qu'elle sait. Et je sais que vous vous tenez face à un homme qui n'a rien à perdre et qui possède un fusil qui n'a pas manqué sa cible depuis 20 ans. Rien à perdre, répéta Harlow. Oui, j'ai entendu parler de vous, le tragique ermite, le veuf éploré, très romantique. Mais laissez-moi vous offrir une perspective différente. Il fouilla lentement dans son manteau et en sortit un deuxième document. J'ai également pris la liberté de mener une enquête sur vous, Monsieur Calloway. Ancien sergent, armée de l'Union, 33e régiment d'infanterie de l'Indiana, démobilisé en 1863, retourné au Kansas pour découvrir que sa famille était décédée, puis brûler sa propriété et disparu. Il y a des gens dans le comté de Lawrence qui se demandent depuis 12 ans si cet incendie était dû au chagrin ou à autre chose. Ma femme et ma fille étaient déjà enterrées lorsque j'ai brûlé cette maison. Il existe peut-être un registre du cimetière et un certificat médical pour le prouver. Mais les formalités administratives peuvent être compliquées. Les témoins oublient. Les registres disparaissent. Un avocat motivé pourrait vous rendre la vie très difficile, Monsieur Calloway. Est-ce vraiment ce que vous voulez? Un examen juridique minutieux, des questions, des inconnus fouillant dans les pires moments de votre vie. Tout cela pour une femme que vous connaissez depuis moins d'une semaine. Ali sentit que ces mots atteignaient leur cible, la blessure, la culpabilité. 12 ans à fuir une douleur qui ne s'était jamais arrêtée. Harlow était doué. Il avait déjà fait cela auparavant, trouvé les points faibles et appuyé jusqu'à ce que les gens cèdent. C'était probablement ainsi qu'il avait convaincu le beau-père de Clara O'Hara de céder sa fille. Trouver la faiblesse, exercer une pression, attendre. Mais Harlow avait commis une erreur. Il avait supposé que la faiblesse d'Eli était le passé. Il y a 3 jours, il aurait eu raison. Il y a 3 jours, il avait mis un fusil sous son menton parce que le passé était tout ce qu'il avait. Ce n'était plus vrai. « Vous avez fini ?» demanda Eli. Harlow cligna des yeux. « Je vous demande pardon. Votre discours, les menaces, les mandats, la triste histoire de Clara qui est folle. Vous avez fini? Parce que j'ai froid aux pieds et que j'aimerais en finir. Monsieur Calloway, je ne pense pas que vous compreniez. Je comprends très bien. Je comprends que vous ayez traversé 3 jours de tempête de neige pour récupérer une femme comme si c'était un cheval errant. Je comprends que vous ayez apporté des armes parce que vous savez qu'elle préfère mourir plutôt que de retourner avec vous. Et je comprends que quelque part sous ce manteau coûteux se cache un cœur si petit qu'il pense que l'amour est quelque chose que l'on peut acheter avec un contrat et faire respecter avec un mandat. Eli leva le fusil sans le pointer sur Harlow. Pas encore. Il le cala simplement contre son épaule, où le message était clair. Voici ce que j'apprécie le plus. Vous êtes sur mes terres, ma montagne, et la femme dans cette cabane n'ira nulle part sans son consentement. Le masque de Harlow se fissura. Le politicien souriant disparut, laissant place à quelque chose de laid. Une bouffée de rage qui assombrit son visage charnu, un resserrement autour des yeux que Clara avait probablement vu juste avant le coup de poing. « Tu fais une grave erreur, » dit Harlow. « Je vais vous détruire légalement, financièrement, personnellement. Je vais vous prendre tout ce que vous avez, regardez autour de vous. » Eli fit un geste vers la neige, la montagne, la cabane. « J'ai un cheval, 17 boîtes à musique et un trou dans mon plafond. Vous pouvez prendre tout ce que vous voulez. » Pike, dit Harlow. Le mercenaire à sa gauche dégaina. Eli fut plus rapide. Pas de beaucoup, mais suffisamment. Le fusil se leva et le coup de feu retentit à travers la montagne et résonna sur les falaises de granit. Le pistolet de Pike s'envola de sa main lorsque la balle effleura le canon, et l'homme hurla, serrant des doigts qui ne pourraient plus jamais tenir correctement une arme. Le deuxième homme, Garrett, avait son pistolet à moitié sorti lorsque la porte de la cabane s'ouvrit. Ne fais pas ça. Clara O'Hara se tenait dans l'embrasure de la porte avec le deuxième fusil d'Eli, celui qui était accroché au-dessus de la cheminée. Elle le tenait contre son épaule comme Eli le lui avait montré 2 jours plus tôt sur les lignes de piège. Stable, ferme, la joue appuyée contre la crosse.
le canon pointé vers la poitrine de Garrett. Je n'ai tiré avec un fusil que 2 fois dans ma vie, dit Clara. Les 2 fois sur des lapins, et j'ai raté les 2 fois, donc je ne peux pas agir trop vite si j'étais toi. Parce qu'à cette distance, même un mauvais tireur touche quelque chose. Garrett leva lentement les mains. Clara. La voix de Harlow prit un ton doux, paternel, exercé. Chérie, pose ça avant de te blesser. Ce n'est pas toi. Cet homme t'a embrouillé. Il profite de ta vulnérabilité. Cet homme est la première personne de ma vie qui n'ait pas essayé de me posséder. Je ne veux pas te posséder. Je veux te protéger. Ta famille. Ma famille m'a vendu à toi, Theodore. Ma mère a regardé la scène se dérouler, puis a servi le thé. Ne me parle pas de famille. Tes sœurs pensent à Margaret et Jane. Sans notre arrangement, les dettes de ton beau-père sont ton levier, pas ton problème. Tu te fiches de mes sœurs. Ce qui t'importe, c'est le contrôle. Le visage de Harlow se déforma. Petite ingrate. Il se reprit, mais trop tard. Le masque était complètement tombé, et l'homme qui se cachait dessous était celui que Clara connaissait. Celui qui serrait trop fort, qui parlait trop bas, qui s'assurait que les bleus étaient cachés par la robe. Le voilà, dit Clara doucement. C'est l'homme que j'ai fui. Eli s'approcha pour se tenir à côté d'elle, pas devant elle, pas pour la bloquer, mais à côté. La distinction était importante, et Clara la ressentit comme une main qui la stabilisait dans son dos. C'est fini, Harlow, dit Eli. Ce n'est pas fini, j'ai la loi. Vous avez un bout de papier qui est peut-être authentique, peut-être pas. 2 hommes enneigés qui viennent de voir leur partenaire se faire tirer dessus, et un long trajet pour retourner dans une ville où le shérif va entendre une histoire très intéressante à propos d'un juge qui voyage avec des hommes armés pour récupérer des femmes. Eli fit une pause. Je connais moi-même suffisamment la loi pour savoir que ce que tu fais a un nom. Coercition, intimidation, poursuite armée, sans autorité territoriale. Comment penses-tu que cela sera perçu dans un tribunal de Denver? Un tribunal de Denver? Harlow rit. Mais c'était un rire fragile et forcé. Vous pensez qu'un juge de frontière va croire la parole d'un ermite des montagnes et d'une femme hystérique plutôt que celle d'un membre en exercice de la magistrature de Pennsylvanie? Je pense qu'un juge de frontière va voir 2 hommes de main sur ma propriété et une femme avec des bleus et une première femme décédée, et poser des questions auxquelles vous ne voulez pas répondre. Eli s'avança et baissa la voix jusqu'à murmurer. Et je pense que vous le savez, car les hommes comme vous sont courageux quand vous avez le pouvoir derrière vous et effrayés comme des lapins quand vous ne l'avez pas. Et en ce moment, monsieur le juge, vous n'avez pas le pouvoir. Vous avez 2 hommes qui sont payés à la journée et je vous garantis qu'ils sont en train de repenser leurs tarifs. Pike tenait sa main blessée contre sa poitrine. Garrett avait toujours les bras levés, regardant Harlow de côté avec une expression qui disait « Ce travail ne valait pas la peine de mourir. » Monsieur Harlow, dit Garrett avec précaution, nous devrions peut-être revenir avec les autorités compétentes. Un marshal, les documents juridiques en bonne et due forme. Taisez-vous, monsieur. Cet homme a raison au sujet de la juridiction territoriale. Si ça tourne mal et que nous sommes ceux qui ont les armes, je vous ai dit de vous taire. Harlow fixa Clara du regard. Elle le fixa en retour. Et Eli vit le moment où Harlow comprit quelque chose que les hommes comme lui apprenaient rarement. Il y avait des choses que son argent, son pouvoir et ses relations ne pouvaient acheter. La peur de Clara avait disparu. Elle ne la cachait pas, elle ne la réprimait pas, elle avait disparu, debout dans l'embrasure de la porte d'une cabane de montagne, avec un fusil qu'elle savait à peine utiliser et un homme qu'elle connaissait depuis 3 jours à ses côtés. Clara Mercer avait fini d'avoir peur de Theodore Harlow. « Je veux que tu m'écoutes, » dit Clara, « car je ne le dirai qu'une seule fois. Je ne suis pas ta propriété. Je ne suis pas ta fiancée. Je ne retournerai pas à Philadelphie. Ni maintenant, ni jamais. Si tu envoies des hommes à ma poursuite, je les combattrai. Si tu viens toi-même, je te combattrai. Et si tu essaies de faire du mal aux personnes qui me sont chères, mes sœurs, cet homme, n'importe qui, j'écrirai à tous les journaux des États de l'Est et je leur raconterai exactement ce qui est arrivé à Martha Harlow. Je leur parlerai des bleus, des portes verrouillées et de ce que tu faisais quand tu avais bu. Je n'ai pas de preuves, Theodore, mais j'ai une voix et j'ai une histoire. Et je sais à quel point vous tenez à votre réputation. Vous n'oserez pas. J'ai survécu à un accident de diligence qui a coûté la vie à 5 personnes. J'ai traversé une tempête de neige. J'ai appris à dépouiller des lapins.
à fendre du bois et à dormir dans le lit d'une femme morte sur une montagne où la température descendait chaque nuit en dessous de zéro. La voix de Clara était ferme comme la pierre. Il n'y a rien dont tu puisses me menacer que cette montagne n'ait déjà essayé. Silence. Même le vent semblait s'être arrêté. Harlow regarda Eli, regarda Clara, regarda ses hommes de main, l'un blessé et l'autre réticent. Il a regardé la montagne, vaste et blanche, et totalement indifférente à sa richesse, à son titre, à son pouvoir. « Ce n'est pas fini, a dit Harlow. « Si ça l'est, a répondu Eli. « Et tu sais comment je le sais? Parce que si ce n'était pas fini, tu serais encore en train de parler au lieu de partir. » Harlow a tiré sur les rênes de son cheval. La jument grise trébucha dans la neige profonde, et pendant un instant, le juge digne ressembla exactement à ce qu'il était. Un vieil homme gras à cheval dans un endroit qui ne voulait pas de lui. Poursuivant une femme qui préférait d'affronter l'hiver en montagne plutôt que de passer un jour de plus en sa compagnie. « Aide Pike à monter, lança Harlow à Gret. Nous partons. Ils s'éloignèrent lentement, maladroitement, 3 hommes battant en retraite sur un sentier que la montagne essayait déjà d'effacer. Eli les regarda jusqu'à ce qu'ils disparaissent derrière le virage, puis continua à regarder pendant 5 minutes. Le sergent Winnead sortit de l'écurie. Un faucon tournait quelque part au-dessus de leur tête et la tempête recommençait à se refermer comme un rideau. Clara baissa le fusil. Ses bras tremblaient. Pas ses mains. Ses mains étaient restées fermes tout ce temps, mais ses bras, ses épaules, tout son corps commençait à trembler sous l'effet de la chute d'adrénaline. Eli lui prit doucement le fusil des mains et l'appuya contre le cadre de la porte. Puis il l'enlaça et la serra contre lui. « Tu as bien fait, lui dit-il dans les cheveux. « Bon sang, tu as bien fait. » J'étais terrifié. Je sais, je ne pouvais pas le laisser me ramener. Je ne pouvais pas, il ne t'emmènera nulle part. Pas aujourd'hui, jamais. Elle pressa son visage contre sa poitrine. Les tremblements s'intensifièrent de s'atténuer, parcourant son corps comme des répliques sismiques. Eli la tint dans ses bras pendant tout ce temps, les mains fermement posées sur son dos, le menton appuyé sur sa tête. « Le fusil, dit Clara après un moment, je ne sais vraiment pas tirer. Je sais. Je t'ai vu rater ses lapins, et s'il avait vu que je bluffais, il ne l'aurait pas fait. Les hommes comme Harlow ne jouent pas avec leur propre peau, ils jouent avec celle des autres. » Clara s'écarta et leva les yeux vers lui. Son visage était taché de larmes. Ses cheveux étaient en bataille. Elle portait toujours le manteau de sa femme décédée. Et Eli pensa qu'elle était la plus belle chose qu'il ait vue depuis 12 ans. « Tu l'as provoqué, dit Clara. Tu es rédilate et tu as traité un juge de circuit de lâche en face. Ce n'était pas difficile. Les lâches sont faciles à repérer quand on passe du temps avec des gens courageux. Des gens courageux comme qui? Comme la femme qui vient d'affronter l'homme qu'elle fuyait depuis 3 mois avec un pistolet qu'elle ne sait pas utiliser et un bluff qu'elle a inventé sur le moment. » Clara a ri. Un vrai rire, tremblant et mouillé de larmes, mais vrai. Et ce son a brisé quelque chose dans la poitrine d'Eli qu'il croyait scellé à jamais. « Et Martha? » demanda Clara. « Sa première femme, s'il s'en tire après ce qu'il lui a fait. Une chose à la fois. Pour l'instant, nous devons rentrer avant que la tempête ne termine ce qu'elle a commencé. » Eli la guida vers la porte, puis s'arrêta. « C'est elle? »« Oui, ce que tu as dit à propos de trouver quelque chose qui vaille la peine de s'arrêter. Je m'en souviens. » Il prit son visage entre ses mains. Ses paumes étaient rugueuses et froides, et incroyablement douces. « Je fuis depuis 12 ans, construisant des boîtes à musique pour les morts au lieu de vivre pour les vivants. Tu t'es tenu à ma porte avec un fusil que tu ne sais pas utiliser, et tu as dit à un homme puissant d'aller au diable. Et j'ai juste besoin que tu saches, je sais. Laisse-moi te le dire. » Il pressa son front contre le sien. « J'ai arrêté de fuir, Clara, ici même, à cet instant précis, debout dans la neige avec toi. J'ai arrêté. » Elle l'embrassa doucement et lentement, goûtant les larmes, l'air froid et le début de quelque chose qu'aucun d'eux ne pouvait encore nommer. Eli la serra dans ses bras et l'embrassa à son tour, tandis que la neige tombait sur leurs épaules et que la montagne observait, patiente, ancienne, gardant pour elle les petites choses chaleureuses qui se passaient dans son ombre. Ils rentrèrent à l'intérieur. Eli barra la porte et alluma le feu.
Clara s'assit dans son fauteuil, enveloppée dans la couverture en peau de bison, tremblant encore mais souriante. Elle prit sa sculpture là où elle l'avait laissée 3 jours auparavant, cet oiseau affreux qui ressemblait à peine à un oiseau, et la tourna entre ses mains. « Je vais la terminer, dit-elle. Elle a encore besoin d'être travaillée. Tout ce qui vaut la peine d'être possédé demande du travail. » Eli s'assit par terre à côté de la chaise, le dos contre le foyer en pierre, et pour la première fois en 12 ans, il laissa les doigts de quelqu'un passer dans ses cheveux sans broncher. La main de Clara bougeait doucement, suivant le gris de ses tempes, la cicatrice de sa mâchoire, les rides que 12 ivres avaient creusées dans sa peau. « Joue-moi une boîte à musique, dit-elle. Eli tendit la main vers l'étagère sans regarder et prit la 18e boîte, celle qui n'était pas terminée. Il la tourna entre ses mains, sentant le bois de noyer lisse, l'espace vide où le mécanisme devait être placé. Celle-ci n'a pas encore de mélodie, alors fredonnant une. Il la regarda. Elle le regarda en retour avec ses yeux ambrés qui voyaient trop et pardonnaient ce qu'ils voyaient. Et Ellie fredonna, pas la berceuse de Sarah, pas la gigue de Lily, pas l'une des chansons mortes qu'il jouait en boucle depuis 12 ans. Quelque chose de nouveau, quelque chose qui venait d'un endroit dont il ne savait pas qu'il existait encore. Clara ferma les yeux et écouta, sa main continuant à caresser ses cheveux, et dehors, la tempête faisait rage, mais à l'intérieur de la cabane d'Elkridge, le silence avait enfin, heureusement, disparu. La tempête s'est calmée le 7e jour. Clara s'est réveillée dans un silence si complet qu'elle a cru être devenue sourde. Plus de vent hurlant, plus de neige battant contre les murs, plus de poutres craquant sous la force du vent. Juste le calme et la lumière du soleil qui pénétrait par la fenêtre en un rayon doré qui traversait le sol et venait se poser sur le visage endormi d'Eli. Il s'était encore endormi dans le fauteuil. Il faisait cela presque toutes les nuits, refusant de dormir dans le loft, même après tout ce qui avait changé entre eux. « Pas encore, » avait-il répondu lorsqu'elle lui avait demandé pourquoi. Certaines choses doivent être faites correctement. Et Clara avait compris, car Eli Calloway ne faisait jamais les choses à moitié. Ni le chagrin, ni la solitude, ni ce qui grandissait entre eux comme un feu qui s'était déclaré, mais qui n'avait pas encore décidé de l'ampleur qu'il prendrait. Elle descendit l'échelle et se pencha sur lui. Le sommeil avait adouci les rides autour de ses yeux, comme elle le lui avait dit. La cicatrice semblait plus douce à la lumière du matin, moins comme une blessure et plus comme une carte routière, un trait tracé entre l'homme qu'il avait été et celui qu'il était en train de devenir. Ses mains reposaient sur les accoudoirs du fauteuil, ses mains impossibles qui construisaient des boîtes à musique, fendaient du bois et tenaient son visage comme si elle était quelque chose de sacré. Clara toucha son épaule. Ellie. Il se réveilla comme le font les soldats, rapidement et complètement, les yeux ouverts et le corps tendu avant que son esprit ne rattrape le reste. Sa main agrippa son poignet avec force, et pendant une seconde, son regard se perdit ailleurs. Au Tennessee peut-être, ou au Kansas, ou dans cet endroit sombre où les fusils se posaient sous les mentons. Puis il la vit, son étreinte se relâcha, et son visage fit quelque chose qu'il avait fait plus souvent ces 3 derniers jours. Quelque chose qui n'était pas tout à fait un sourire, mais qui s'en rapprochait suffisamment pour compter. La tempête est passée, dit Clara. Eli se tourna vers la fenêtre. Après 7 jours de grisaille, la lumière du soleil était presque violente, se reflétant sur la neige avec une intensité si forte qu'elle faisait mal aux yeux. Il se leva et ouvrit la porte de la cabane, et ils regardèrent ensemble un monde refait en blanc. Chaque arbre ployait sous le poids du cristal. Chaque rocher portait une couronne blanche. Le ciel s'étendait, bleu et sans fond, comme si la tempête l'avait nettoyé pour lui redonner sa couleur d'origine. « Magnifique », murmura Clara. « Mortel », dit Eli. « Un soleil comme celui-ci sur la neige vous aveuglera en 1 heure et les congères dépasseront Sir James Head dans les cols. Combien de temps faudra-t-il pour que la route soit suffisamment dégagée pour atteindre Elk Crossing? 2 jours, peut-être 3 si la température baisse cette nuit et gèle la couche supérieure. » Clara acquiesça. La question qu'elle n'avait pas posée restait en suspens entre eux, devenant de plus en plus pressante à chaque seconde qui passait. C'était la même question qui se posait depuis leur premier baiser. Depuis la retraite de Harlow s'était retirée, depuis qu'Haley avait fredonné une nouvelle mélodie pour une boîte à musique inachevée, la question de ce qui se passerait lorsque la tempête ne serait plus là pour faire le choix à leur place.
Je dois envoyer une lettre à mes sœurs, dit Clara avec précaution. Margaret et Jane doivent savoir que je suis en vie, et elles doivent le savoir pour Theodore. Nous irons à L Crossing. Le bureau de poste de Ned peut s'en charger. Après cela, Eli la regarda. La lumière du matin faisait ressortir toutes les nuances de gris de ses yeux, et Clara vit la guerre qui se livrait derrière eux. L'attraction de 12 ans de solitude contre 3 jours de quelque chose qui avait brisé tous les murs qu'il avait construits. Après cela, il dit lentement, « Cela dépend de toi. De moi. Tu es venu dans l'Ouest pour une raison, Clara. San Francisco t'attend une nouvelle vie. Je ne vais pas être l'homme qui se dresse entre toi et cela. Je ne serai pas une autre cage, aussi belle que soit la montagne. C'est ce que tu penses, que rester ici serait une cage. Je pense que tu as passé toute ta vie à laisser des hommes décider à ta place. Ton père, ton beau-père, Harlow. Je ne m'ajouterai pas à cette liste. » Clara sentit quelque chose monter dans sa poitrine. Quelque chose de trop grand pour la cabane, trop grand pour la montagne, presque trop grand pour être exprimé avec des mots. Cet homme têtu, brisé, magnifique, venait de lui offrir la seule chose qu'aucun homme dans sa vie ne lui avait jamais offerte, un choix. Un vrai choix, sans condition, sans contrat, sans dette. Et si je choisis de rester, alors tu restes et on trouve une solution ensemble. Et si je choisis de partir, quelque chose passa sur son visage. Une douleur rapide et aiguë, comme une lame traçant sur la peau, mais il ne détourna pas le regard. Alors je scellerai, Sir John. Je t'emmène à Elk Crossing. Je te mets dans une diligence pour t'emmener où tu veux. Et je remonte cette montagne. Et je ne me mets pas un fusil sous le menton, parce que tu m'as fait promettre de ne pas le faire et que je tienne mes promesses. Je ne t'ai pas fait promettre ça. C'est toi qui l'as fait. Tu ne l'as simplement pas dit avec des mots. Clara lui prit la main. Ses doigts se refermèrent sur les siens avec la force prudente d'un homme qui tient quelque chose qu'il a peur de casser. « Je reste, dit-elle. Clara, je reste. Pas parce que la tempête m'y oblige, pas parce que je n'ai nulle part où aller, pas parce que j'ai besoin d'un homme pour me protéger de Theodore Harlow ou de qui que ce soit d'autre. Je reste parce qu'il y a 3 jours, tu as fredonné une mélodie dont tu ne connaissais pas les paroles, et je veux être là quand tu les trouveras. » Eli serra les mâchoires. Il regarda le plafond, à l'endroit où une balle avait fait un trou 7 jours auparavant, et Clara le regarda mener le même combat qu'il menait depuis qu'elle avait fait irruption dans sa vie. La terreur d'espérer, l'impossibilité de ne pas espérer, le risque épuisant, magnifique et nécessaire de laisser une autre personne compter pour soi. « Je ne suis pas facile à vivre, dit-il. Je sais que tu parles à ton cheval. Je fais des cauchemars. Je sais. Je t'entends. Je vais te rendre folle. J'oublie de parler pendant des heures. Je brûle le petit déjeuner. Je passe des journées entières à cet établi et j'oublie de manger. Élie, quoi? Tais-toi et laisse-moi rester. » Il l'embrassa. Pas le baiser désespéré et noyé d'il y a 3 jours, mais quelque chose de plus calme. Quelque chose qui avait le goût d'une décision prise et d'un avenir accepté. Et le premier pas terrifiant et exaltant vers une vie qu'aucun d'eux n'avait prévue. Ils se rendirent à Elk Crossing 2 jours plus tard, à 2 sur Sergeant, car la montagne n'avait qu'un seul cheval, et Eli refusa de laisser Clara franchir l'école à pied. Elle s'assit devant lui, ses bras autour d'elle, tenant la bride, le dos contre sa poitrine. Aucun des deux ne parlait beaucoup. Il n'y avait pas besoin. Le silence entre eux était passé d'un silence vide à un silence plein. Le genre de silence partagé par des personnes qui avaient dit l'essentiel et pouvaient se permettre de se taire. Elk Crossing apparut au détour d'un virage du sentier. Un groupe de bâtiments blottis dans une vallée comme une poignée de dés lancés contre les montagnes. De la fumée s'élevait des cheminées, un chien aboyait quelque part. Après 7 jours d'isolement, cette normalité frappa Clara comme si elle sortait d'une pièce sombre à la lumière du jour. Nettie Rollins se tenait derrière le comptoir de son magasin général, une femme mince aux cheveux gris acier et aux yeux qui ne manquaient rien. Elle regarda Eli franchir sa porte avec une femme à ses côtés et ne dit pas un mot pendant 10 bonnes secondes, ce qui, pour Nettie, équivalait à une ovation debout. « Eh bien, dit finalement Nettie, je n'en reviens pas. Nettie, voici Clara Mercer. Je vois bien qui elle est. La question est de savoir pourquoi elle porte le manteau de Sarah et pourquoi tu as une expression que je n'ai pas vue sur ton visage depuis 12 ans. C'est une longue histoire. J'ai du café.
Ils s'assirent dans l'arrière-boutique de Nettie et lui racontèrent tout. La diligence, le sauvetage, Harlow et ses hommes de main. Clara parlait et Ella complétait, tandis que Nettie écoutait avec l'attention intense d'une femme qui avait survécu 30 ans à la frontière et savait exactement quels problèmes pouvaient causer 3 cavaliers armés. Le commerçant a parlé, dit Nettie lorsqu'ils eurent terminé. Billy Akins, je m'occuperai de lui. Quant à votre juge, il s'est arrêté ici sur le chemin du retour, a acheté des provisions, posé des questions, proféré des menaces. Je lui ai dit que je n'avais jamais vu de femme dans cette montagne. Il m'a traité de menteuse. Je lui ai répondu qu'il avait le droit d'avoir son opinion, mais qu'il n'était pas le bienvenu dans mon magasin. Il reviendra, dit Clara. Peut-être, peut-être pas. Nettie versa davantage de café. J'ai envoyé une lettre au shérif territorial à Denver le jour où ces 3-là sont passés. Je lui ai dit qu'un juge de Pennsylvanie parcourait le Colorado avec des hommes de main et des mandats qui semblaient falsifiés. Le shérif Teague est un homme juste. Il mènera l'enquête. Tu as fait ça sans savoir ce qui s'était passé? Demanda Clara. Je n'avais pas besoin de savoir ce qui s'était passé. Je connais Eli. Il n'a pas acheté de provisions supplémentaires depuis 12 ans. Ce qui l'avait poussé à venir dans mon magasin en pleine tempête de neige méritait qu'on s'y intéresse. Nettie regarda Eli avec une expression complexe dans les yeux. De plus, j'attendais depuis 12 ans que cet idiot se souvienne qu'il était en vie. Je n'allais pas laisser un dandy de l'Est venir tout gâcher. Clara écrivit 2 lettres cet après-midi-là. La première à sa sœur Margaret, dans laquelle elle expliquait tout. La fuite, l'accident, Eli, la visite de Harlow. Elle l'écrivit assise au comptoir de Nettie, et Eli s'assit à côté d'elle, sans lire par-dessus son épaule, mais suffisamment près pour que son bras touche le sien. La deuxième lettre fut plus difficile à écrire. Elle l'adressa au Philadelphia Inquirer, à l'attention du rédacteur en chef. Elle y détaillait ses fiançailles avec Theodore Harlow, les circonstances de la mort de Martha Harlow et la poursuite du juge à travers 3 États avec des hommes armés. Elle ne l'envoya pas par la poste. Elle la scella et la donna à Nettie. « Si quelque chose m'arrive, dit Clara, si Harlow revient et que je ne suis pas là pour le combattre, tu enverras cette lettre. » Nettie rangea la lettre dans son coffre-fort. « Il ne t'arrivera rien, ma fille, mais je la garderai. » Ils restèrent 3 jours à Elk Crossing. Clara rencontra le shérif Tom McKay, un homme calme à la longue moustache, qui écouta son histoire, la nota soigneusement et promit de déposer un rapport auprès des autorités territoriales. Elle rencontra Doc Morrison, qui examina ses côtes et conclut qu'elles étaient contusionnées, mais en voie de guérison. Elle rencontra Madame Grady à la pension, le révérend Phillips à la petite église, Tommy Parker, qui tenait l'écurie, et une douzaine d'autres personnes qui regardaient Eli avec un choc non dissimulé parce qu'il leur parlait, se tenaient près d'une femme et poussaient parfois un son qui ressemblait presque à un rire. « Ils nous regardent », dit Clara à Eli devant le magasin général. « Laisse-les faire, toute la ville va parler de nous. Tout le monde parle de moi depuis 12 ans. Autant leur donner quelque chose de positif à raconter. » Le 3e jour, Eli fit quelque chose qui surprit tout le monde, y compris lui-même. Il entra dans la petite église où le révérend Phillips balayait le sol et resta longtemps debout sur le seuil, le révérend ayant la sagesse de ne pas parler le premier. « Je dois faire quelque chose de bien, dit Eli, et j'ai besoin d'un témoin. Quel genre de chose? Le genre qui implique une bague, une promesse et une femme qui trop bien pour moi, mais qui ne s'en est pas encore rendu compte. » Philip posa son balai. « Je dirais qu'elle a parfaitement compris qui vous êtes, M. Calloway. C'est pour ça qu'elle est toujours là. » Eli trouva Clara chez Ned, en train de lire un vieux journal défraîchi, les pieds posés sur un tonneau. Elle leva les yeux lorsqu'il entra et quelque chose dans son regard la poussa à poser le journal. « Qu'est-ce qui ne va pas? » « Rien. » Il ôta son chapeau, ce qu'il ne faisait qu'à l'intérieur et seulement lorsque c'était important. « J'ai besoin de te demander quelque chose. Et je vais mal m'y prendre parce que je n'ai rien fait de tel depuis 14 ans, et je n'étais déjà pas doué pour ça à l'époque non plus. » Nettie s'intéressa soudainement au réarrangement des conserves sur l'étagère du fond. Clara Mercer. La voix d'Eli était calme, mais ses mains tremblaient, et il résolut ce problème en prenant les siennes. « J'ai une cabane avec un trou dans le toit, 17 boîtes à musique et un cheval qui n'aime pas les étrangers.
Je ne peux pas t'offrir Philadelphie ou San Francisco, ni quoi que ce soit qui ressemble à la vie à laquelle tu es destiné. Ce que je peux t'offrir, c'est une montagne qui te mettra à l'épreuve chaque jour, un homme qui apprend encore à ressentir les choses sans se briser. Et la promesse que, quel que soit le temps qu'il nous reste, que ce soit 50 ans ou 5 minutes, je ne te traiterai jamais comme un objet qui m'appartient. Ellie, je n'ai pas fini. Il lui serra les mains. Je sais que je ne suis pas ce que tu avais prévu. Je sais que je suis moqué et têtu, et que je parle plus à mon cheval qu'aux gens. Je sais que j'ai plus de fantômes que n'importe quel homme n'a le droit d'emporter. Mais tu m'as dit un jour que tu cherchais quelque chose qui valait la peine de s'arrêter, et je te demande de t'arrêter ici, avec moi. Clara pleurait, pas les sanglots brisés de la première nuit, ni les larmes étouffées dans le grenier. Des larmes pures, celles qui viennent d'un endroit si profond qu'elles s'emportent toutes sur leur passage. C'est une demande en mariage? Demanda-t-elle. Si c'est le cas, tu dis oui? C'est une demande en mariage horrible. Tu ne t'es même pas mis à genoux. On m'a tiré dans le genou à Shiloh. Je ne m'agenouille devant personne, pas même devant toi. Clara rit à travers ses larmes. Oui, 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 toi, homme impossible, têtu et magnifique, oui. De l'autre côté du magasin, Nettie se moucha dans son tablier et marmonna quelque chose à propos d'allergie. Ils se marièrent le lendemain matin à l'église d'Elk Crossing. Clara portait une robe bleue que Nettie avait repassée et retouchée pendant la nuit, travaillant à la lumière d'une lampe avec des mains qui avaient tout cousu, des couvertures de sel aux robes de mariée pendant 30 ans à la frontière. Eli portait sa seule chemise propre et avait rasé sa barbe de près, laissant apparaître clairement la cicatrice sur sa mâchoire, ce que Clara adorait, car cela signifiait qu'il ne se cachait plus. Le shérif Mackay fut témoin. Nettie fut témoin et mère de la mariée et directrice générale de la cérémonie, dirigeant tout le monde avec la même autorité qu'elle utilisait pour diriger le bureau de poste. Doc Morrison vint, ainsi que les Grady, Tommy Parker et la moitié de la ville, qui se pressèrent dans la petite église pour voir le fantôme d'Elk Ridge épouser une femme de Philadelphie qui avait fait irruption dans sa vie lors de la pire nuit de son année, et s'était avérée être la meilleure chose qui lui soit arrivée depuis 10 ans. Oui, dit Clara, et sa voix résonna comme une cloche. Oui, dit Eli, et sa voix se brisa sur le mot « oui ». Et il se moquait que quelqu'un l'entende. Ils remontèrent la montagne cet après-midi-là. Sergent les transporta tous les deux, avançant prudemment sur le sentier avec la patience d'un cheval qui avait porté son maître pendant 12 longues années solitaires et qui ne se souciait pas du poids supplémentaire. La cabane était froide à leur arrivée, le feu réduit en cendres, mais ils le rallumèrent ensemble. Eli fendit du bois tandis que Clara l'empilait. Clara prépara du café tandis qu'Eli s'occupait de ce jaunt. Ils évoluaient l'un autour de l'autre avec l'aisance de deux personnes qui avaient déjà appris les leçons difficiles. Comment partager de petits espaces? Comment interpréter des silences? Comment se disputer? Pardonner et recommencer. Ce soir-là, Eli s'assit à son établi et installa le mécanisme dans la 18e boîte à musique. Il l'avait acheté à Elk Crossing, un petit cylindre en laiton qui jouait une mélodie qu'il n'avait jamais entendue auparavant. Quelque chose de lumineux et d'errant, comme un ruisseau qui se fraye un chemin à travers la montagne. Clara était assise près du feu, travaillant à sa sculpture. L'oiseau commençait enfin à ressembler à un oiseau, les ailes déployées, la tête inclinée vers le haut. Pas parfait, pas poli, mais vivant comme le sont les objets faits à la main, imprégnés de la personnalité de leur créateur. « C'est fini », dit Ellie en lui apportant la boîte. Clara la prit. Le coffret en noyer était lisse et chaud, avec un petit fermoir en forme de feuille. Elle l'ouvrit et la mélodie emplit la cabane. Des notes lumineuses se succédaient, comme de l'eau sur des pierres. « Comment s'appelle cette mélodie? » demanda-t-elle. « Elle n'a pas de nom. Tout a besoin d'un nom. » Eli s'assit à côté d'elle et retourna la boîte. Au fond, gravé de sa main soignée, se trouvaient deux mots. Pas un nom, pas des excuses, pas un adieu. « Recommence », lut Clara à voix haute. 18 boîtes à musique, dit Eli. 17 excuses et une qui n'en est pas une. Clara ferma la boîte et la serra contre sa poitrine comme elle avait serré le livre de poésie de son père. Comme on serre les choses qui comptent le plus. Pas assez fort pour les écraser, mais assez fort pour que le monde doive les arracher de vos mains. Jouez-la encore, dit-elle. Eli remonta donc la clé, la mélodie retentit.
Clara appuya sa tête contre son épaule. Le feu crépitait, et dehors, la nuit du Colorado s'installait sur la montagne comme une bénédiction. Quelques mois plus tard, par une soirée chaude, alors que la neige avait fondu et que les fleurs sauvages tapissaient les prairies en contrebas de la cabane, Nettie remonta le sentier avec un paquet de lettres et un regard qui annonçait des nouvelles. Marshall Teague a enquêté sur votre juge, dit Nettie en tendant les lettres à Clara. Theodore Harlow a été démis de ses fonctions. Il s'avère que ta lettre n'était pas nécessaire. 3 autres femmes se sont manifestées après que la nouvelle de ce qui s'était passé dans le Colorado s'est répandue. L'affaire de la mort de Martha Harlow a été rouverte et ton beau-père a signé une déclaration sous serment admettant que le contrat de mariage avait été conclu sous la contrainte. Clara lut les lettres 2 fois, debout dans l'embrasure de la porte de la cabane qui était devenue sa maison. Elle les relut une 3e fois lentement, laissant chaque mot s'imprégner en elle. « C'est fini, dit-elle. Je te l'avais dit Eli depuis le corral où il travaillait avec le nouveau maire. Un cheval alezan qu'il avait acheté à Elk Crossing avec l'argent de la vente de meubles. Les hommes comme lui finissent toujours par tomber. Il suffit de trouver quelqu'un d'assez courageux pour les pousser. Je n'étais pas courageuse. J'étais terrifiée. C'est la même chose. La 2e lettre de Clara venait de Margaret. Sa sœur venait dans l'Ouest. Elle ne fuyait pas comme Clara l'avait fait, mais choisissait la voie que Clara avait apprise. Margaret voulait enseigner, voir les montagnes, rencontrer l'homme qui avait sorti sa sœur d'une congère et lui avait donné une vie qui valait la peine d'être vécue. « Elle te ressemble, dit Eli lorsque Clara lui lut la lettre. Elle est plus intelligente que moi. Elle vient en train, pas en diligence. » Ce soir-là, Clara posa sa sculpture terminée sur la cheminée, à côté des boîtes à musique d'Eli. L'oiseau n'était pas beau, ses ailes étaient inégales, sa tête était trop grosse et une de ses pattes était plus courte que l'autre. Mais il tenait debout tout seul et son bec était ouvert. Et si on le regardait sous le bon angle, avec la bonne lumière, on aurait dit qu'il était sur le point de chanter. 18 boîtes à musique et un oiseau laid. Clara dit, « Il n'est pas laid, Ellie, il a une patte plus courte que l'autre. » « Moi aussi, Shiloh. Tu te souviens? On est pareil. » Elle rit, et le son de leur rire emplit la cabane comme la musique remplissait complètement les bois de l'intérieur, ne laissant aucune place au silence. Plus tard, allongés ensemble dans le loft qu'ils partageaient désormais, Clara posa sa main sur la poitrine d'Ellie et sentit son cœur battre sous sa paume. Régulier, fort, vivant. « Je dois te dire quelque chose, dit-elle. Tu as brûlé les biscuits. Je le sais déjà. Je pouvais les sentir depuis le corral. Ce n'est pas qu'elle prit sa main et la posa sur son ventre. La main tint là, attendit. Eli resta immobile. Ses doigts s'étalèrent sur son ventre et elle les sentit trembler. Et elle sut qu'il pensait à une autre femme à un autre moment, à un enfant qui avait appelé son papa et n'avait jamais entendu sa réponse. « Ellie, » murmura Clara, « reste avec moi, ici et maintenant. » Il ferma les yeux. Elle le regarda lutter contre la terreur, le chagrin, le souvenir de tout ce qu'il avait perdu. Elle le regarda respirer comme elle le lui avait appris, inspirer par le nez, lentement, régulièrement, pleinement. Quand il ouvrit les yeux, ils étaient humides, mais ils étaient là, avec elle, dans cette cabane, à cet instant, dans cette nouvelle vie qu'ils avaient choisie. « J'ai peur, dit-il. Je sais, j'ai peur et je suis heureuse. Et je ne sais pas comment être les deux à la fois. »« Tu apprendras, » dit Clara. « Comme tu apprends tout. Tu commences difficilement, tu persévères, et finalement, ça commence à ressembler à ce que ça devrait être. » Eli rit à travers ses larmes. Comme ton oiseau, comme mon oiseau. Il la serra contre lui et la tint comme il l'avait tenue la première nuit. Pas désespérément, pas comme un homme qui se noie, mais comme un homme qui avait trouvé la terre ferme après 12 ans en mer et qui avait l'intention d'y rester pour le reste de sa vie. « Je vais construire une cabane plus grande, » dit-il dans ses cheveux. 2 pièces, peut-être 3, une vraie cuisine, des fenêtres orientées à l'est pour que tu puisses lire à la lumière du matin. Et l'étagère, dit Clara. Une longue étagère. Pourquoi faire? Pour toutes les boîtes à musique que tu vas fabriquer. Pas d'excuses, Eli. Plus maintenant. De nouvelles pour de nouvelles personnes. Pour qui que ce soit. Elle pressa à nouveau sa main contre son ventre. Pour ceux qui viendront après. Eli remonta la 18e boîte à musique une fois de plus. La mélodie résonna dans la cabane, claire et vagabonde,
et Clara fredonna car elle connaissait la chanson par cœur. Dehors, les étoiles brillaient au-dessus des montagnes du Colorado. Le ruisseau printanier coulait, froid et limpide, sur les pentes d'Elk Ridge. Et dans une cabane construite par le chagrin et reconstruite par l'amour. Deux personnes qui s'étaient trouvées dans une tempête de neige écoutaient la seule musique qui comptait. Pas une berceuse pour les morts, pas une gigue pour un fantôme, pas d'excuses pour les personnes qu'ils n'avaient pas pu sauver. Un commencement simple, imparfait et courageux. Le son d'un homme qui avait posé son fusil, ramassé du bois et sculpté quelque chose de nouveau à partir des décombres de tout ce qu'il avait perdu. La main de Clara trouva celle d'Eli dans l'obscurité. Il la serra une fois. Ce chapitre s'achève, mais le voyage ne fait que commencer. Si cette histoire a éveillé ton imagination, abonne-toi et reviens. Car une nouvelle légende nous attend déjà sous ce ciel sans fin.